Bonjour à toutes et Bien. tous. Merci d'être là aujourd'hui pour participer à cette nouvelle série de webinaires et de web rendez-vous participatifs. Aujourd'hui, il s'agit d'un web rendez-vous sur la découverte des outils d'interaction à distance avec les étudiants, notamment les outils Perusol, Geniali et Padlet. Donc, aujourd'hui, c'est un web rendez-vous participatif. Participatif parce que vous allez être sollicité à travers des moments de sondage, d'échange et de débat. Alors, nos objectifs aujourd'hui seront alors, on a un décalage, voilà, de vous permettre de choisir les fonctionnalités d'outils pour interagir à distance avec les étudiants, d'analyser les intérêts et les obstacles relatifs à l'usage pédagogique de chaque outil et d'identifier les points clés nécessaires à la mise en œuvre de ces outils-là. Nos invités aujourd'hui qui vont nous éclairer et nous faire un retour d'expérience sur ces outils d'interaction sont Erwan Fourmont, enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon, qui va nous faire un retour d'expérience sur l'outil Perusol, Audric Mazietti, qui est enseignant en psychologie à l'Université catholique de Lyon, qui va nous éclairer sur l'outil Geniali, et Hervé Barras, enseignant et responsable du soutien à l'enseignement et à l'apprentissage à l'HEP Valais, qui va nous faire un retour d'expérience et nous éclairer sur l'outil Padlet. Donc, les consignes de fonctionnement actuelles par rapport à la prise de parole, nous allons privilégier toujours le chat. Et par contre, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez signaler ceci par une levée de main. Nous vous invitons à garder vos micros muets et votre vidéo désactivée sauf pour intervenir. Ce web rendez-vous sera enregistré et l'enregistrement sera mis à votre disposition par messagerie. Et en cas de refus du droit à l'image, nous vous invitons à éteindre votre vidéo et micro pour ne pas apparaître dans l'enregistrement. En cas de souci technique, vous pouvez vous reconnecter toujours avec le même lien Zoom envoyé par messagerie. Donc, Erwan, Audric et Hervé sont accompagnés aujourd'hui par une équipe de conseillers pédagogiques appartenant au réseau Pensera, réseau d'accompagnateurs pédagogiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, avec nous, Franck Bertuca, je te laisse te présenter. Merci. Oui, je suis conseiller pédagogique, entre autres choses, à l'Université catholique de Lyon. Christelle Rimbaud. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis responsable de la mission d'appui pédagogique de l'ENTPE, École d'ingénieurs à côté de Lyon. Et je gérerai le chat aujourd'hui. Et Fatma Saïtouami, conseillère pédagogique à l'équipe Athéna à l'INSA Lyon. Et Lauriane. Et Lauriane Purdon, qui travaille avec Franck à l'Université catholique de Lyon. Et je suis ingénieure pédagogique pour KPA. Et du coup, j'accompagne l'équipe sur les dimensions plutôt techniques. Donc, je laisse la parole à Franck. Merci. Juste avant de commencer, il y aura une petite, je pense que notre ami Audric fera un petit correctif sur ce qu'on a dit. Il est effectivement docteur en psychologie, mais je ne suis pas sûr qu'il enseigne directement à la Catho là-dessus, mais il nous le dira lui-même. Alors, notre programme, c'est vrai qu'il y a un petit décalage. J'appuie sur les boutons et rien ne bouge. Toc. Et c'est là que tout d'un coup, tout va sortir. Alors, Franck, il faut que tu acceptes le contrôle, je pense. Il faut que j'accepte le contrôle. Vous pouvez contrôler l'écran. Alors, pour prendre le contrôle, oui, c'est ce que je souhaite faire. Ok. Essaye de cliquer du coup. Alors, pour tout le monde, on teste de nouvelles fonctionnalités. Hein. C'est notre grande première sur la prise de contrôle à distance, donc c'est normal. Ça marche? Non, ma chère. Si tu bouges la souris. Si tu bouges ma souris, non? La souris. Si, c'est bon. Donc, tu peux cliquer du coup dans l'interface. Super. Ok, merci. Alors, l'idée, c'était de prendre la question des outils par le point d'entrée des usages. Alors, en fait, plutôt de se dire, voilà, on a un outil qui donne des fonctionnalités, on dit, on a un besoin, on a envie de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil et comment? Voilà. C'est un peu la question qu'on a posée à nos
à nos intervenants. Donc, d'abord, on va commencer par le premier usage, qui est comment est-ce qu'on capitalise, et enfin, il y a deux usages là en un, comment est-ce qu'on capitalise d'une part et comment est-ce qu'on explore des contenus. Et là, on a pensé que c'était plus spécifiquement porté sur Padlet et Geniali. Ensuite, le deuxième, c'est évaluer la compréhension et puis la vérifier. Et là, on n'a toujours Padlet, toujours Geniali, mais on ajoute une pincée de Perusall. Et puis, le dernier usage, c'est la collaboration et la confrontation des points de vue pour aider au débat, pour faire parler, pour faire collaborer les étudiants. Et là, on s'est plus tourné vers Padlet et Perusall. Et je pense que, hop, on va entrer dans le sujet encore. Hop. Et donc, on vous avait posé des questions dans l'invitation. Et voilà ce que ça donne. Les usages pédagogiques pour lesquels vous auriez besoin d'un outil, dans le cas de la classe à distance. Et puis, il y en avait une deuxième que voilà, on vous a demandé de choisir des mots-clés pour qualifier l'expérience d'interaction que vous avez déjà eue avec vos étudiants à distance. Et alors, si tout est clair, on continue. Et voilà les réponses que ça donne. Voilà ce que donne une espèce de schéma qui rassemble les réponses qu'on a eues, que vous nous avez données. Et là, il y a une chose qui me frappe tout de suite, c'est que l'usage qui a été mis en avant, qui a obtenu le plus de suffrages, un petit peu plus de 5, qui a été noté comme étant le plus important, c'est un usage sur la capitalisation. Et donc, l'image n'accompagne pas le discours. Est-ce que tout le monde voit mon petit schéma là? Oui, sans problème. Ok, merci. Donc, l'idée là, c'est que j'ai été étonné par voir passer en avant, en tête, l'usage de la capitalisation. Et puis qu'au minimum, on trouve la vérification de la compréhension des concepts, alors que j'aurais pensé, a priori, que c'était plutôt sur ce deuxième usage qu'on aurait recueilli le plus de suffrages. Je pense que si vous n'y arrivez pas, vous pouvez peut-être essayer de cliquer sur mon image, par exemple, et puis de revenir sur le partage d'écran, la personne qui n'arrive pas à voir. Je continue. Et donc, deuxième chose que nous montre ce document, c'est la largeur, c'est-à-dire l'étendue. En fait, c'est l'écart type que la partie grise du schéma montre. Et là aussi, je me serais attendu à ce qu'il y ait un consensus plus évident, plus grand sur certains des usages. Et en fait, je me rends compte, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, que je me rends compte que les usages voilà, sont largement répartis entre vous. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps sur ce sujet et nous allons continuer. Voilà les mots-clés que vous avez mis en avant. On en voit, vous les voyez immédiatement. Occasionnalité, le fait que ce n'est pas toujours… Alors, je vais peut-être demander à Lauriane si elle peut donner sa réponse à Patrick, si elle en a une à lui donner pour l'accompagner. Merci. Alors, le souci, c'est que Franck, du coup, je reprends la main 2 secondes. Oui, d'accord. Je me sers de la souris. Ça marche, merci. Et donc ici, comme commentaire, je mettrai en avant le gros occasionnel, c'est-à-dire que moi je traduis comme par le fait de dire on ne peut pas être sans arrêt dans la recherche d'une activité, on ne peut pas toujours avoir facilement l'occasion d'être en relation, en interaction permanente.
et que je relie avec la question de la limite. Et puis, troisième mot clé qui sort, c'est le mot attention. Et j'imagine que le besoin, c'est de l'interaction pour garder l'attention des groupes d'étudiants dont on sait que, pour l'avoir vécu tous, que c'est difficile. C'est-à-dire que quand on est face à un écran sur lequel il y a une trentaine d'écrans noirs, c'est plus difficile de tenir l'attention et de rappeler l'attention. Puis après, il y a des questions sur la souplesse, des questions sur l'autonomie, sur développer la participation, le fait qu'il y a peut-être un risque d'unilatéralité. Là, je me rends compte qu'en vous disant ça, que je parle déjà tout seul depuis quelques minutes. Et voilà, donc tous ces documents, on vous les fera passer avec les documents qu'on vous enverra à la fin de ce webinaire. Donc, je nous invite à continuer. Lauriane, si tu as toujours la main, merci. Donc, pour terminer sur ma présentation, ma partie, alors, on est sur WooClap, donc je te rends la main là. Oui, mais d'accord, mais si tu veux, je fais l'introduction à ta place. Du coup, on va vous envoyer sur un nouvel outil qui n'est pas un outil dont on va parler aujourd'hui, car c'est un outil qui est une licence qui doit être achetée individuellement ou financée par vos établissements et qui, en fait, nous, là, va nous servir dans le cadre du webinaire. C'est l'outil WooClap. On vous pose notamment la question, quels outils est-ce que vous utilisez avec vos étudiants pour les mettre en activité? Et donc, pour réaliser cette activité sur WooClap, je vous demande individuellement de prendre ou votre smartphone ou d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans votre navigateur Internet. Donc, on est parti. C'est la partie participative active dont on a parlé en introduction du webinaire. Dans votre navigateur de recherche, vous tapez WooClap, W-O-O-C-L-A-P. Et vous devriez arriver sur une page de résultats de recherche qui ressemble à cela. Vous cliquez sur le premier lien qui vous amène sur le site de wooclap.com. Et ce qui nous intéresse sur l'interface de la page web, c'est tout en haut, vous avez une barre, un champ en fait, dans lequel vous allez pouvoir entrer un code de connexion à la salle de réponse. Et je vous demande de rentrer du coup le code qui est écrit juste ici, YJJZSF. Donc, si quelqu'un peut le remettre dans le chat pour les participants qui nous rejoignent. Et à ce moment-là, je lance la session. Vous voyez qu'on vous tutoie tout de suite dès que vous arrivez sur ce site. Donc, on a du monde qui arrive. On a pour l'instant 19, 20, 21, 22 personnes. On a 43 participants dans la salle. Donc, j'attends un tout petit peu avant de faire apparaître la question. Vous pouvez recopier le lien qui est dans le chat pour ceux qui auraient des difficultés à se connecter. Vous reprenez le lien et vous allez tomber directement sur le code. Voilà. Petite information peut-être, dire qu'on utilise WooClap grâce à la licence que détient l'INSA qui met à nos dispositions pour ces webinaires. Et que pour l'instant, à l'ENTPE, on n'a pas de licence WooClap. Et à l'UCLI, je ne sais pas si vous l'avez, je ne pense pas, non. À l'UCLI, nous l'avons eu, mais apparemment, il est décidé que nous n'utiliserons vraisemblablement pas plus longtemps cette licence. C'est bien ça, Après, Lauriane ? il y a d'autres outils que WooClap, c'en est un parmi d'autres. Oui. Ok, 32 connexions. Vous aurez le temps de nous rejoindre en cours de route pour ceux qui sont encore en train de chercher sur leur navigateur. Pour les autres, sans plus attendre, je lance la question de type brainstorming. Donc, vous avez 5 catégories qui sont les 5 grands usages dont Franck a parlé en introduction de webinaire. Et pour chacune de ces catégories, vous pouvez, donc vous n'êtes pas obligé de toutes les remplir, hein, ça dépend de ce que vous faites, vous pouvez du coup proposer les outils que vous utilisez pour mettre vos étudiants en activité. Alors, je me permets un commentaire ici. Ça, on va le garder, on va le conserver et ça nous permettra de vous donner l'information globale ensuite avec des ressources. Donc, voilà. Donc, partagez ce que vous utilisez. Alors, il y a Olivier qui nous dit « C'est dommage que vous utilisiez WooClap et non pas des outils gratuits.
que vous nous recommandez. Oui, c'est vrai. On pourrait le voir comme ça. Seulement, en fait, pour l'instant, le parti pris des webinaires, c'est d'utiliser WooClap sur les différentes sessions du webinaire. Aujourd'hui, on parle de certains outils. Dans d'autres webinaires, on parle d'autres outils. Si on doit changer à chaque fois, en fait, on crée aussi un peu une forme de prise de risque en fait, dans la dispersion et dans la continuité des outils qu'on utilise. Donc, pour l'instant, on reste un peu sur WooClap. Et sur les prochains webinaires, on proposera d'autres outils, mais on essaye d'ancrer aussi un peu cet usage. Et à savoir, comme on le disait tout à l'heure, que ce sont surtout nos intervenants qui vont vous faire la présentation des outils. Donc là, on a besoin d'efficacité et pas tellement de vous présenter l'outil, mais plus de récolter vos réponses pour pouvoir les commenter. Est-ce que tu pourrais nous montrer ce qui se passe sur les 2 dernières colonnes, s'il te plaît? Ouais. Merci. Pardon, il y a plus de 3 colonnes, oui. en fait. Il y en a 7, autant pour moi. Ça correspond bien hein, aux réponses du sondage avant le webinaire, en fait. On a beaucoup de réponses dans la colonne collaborer, dans la colonne capitaliser et produire. Super. Évaluer, motiver, engager. On voit qu'il y a vraiment une grosse variété d'outils déjà utilisés par nos participants. Ils pourraient peut-être à l'occasion nous faire un petit retour sur ces outils-là, s'ils sont utilisés de façon plus approfondie que ponctuellement. En fait. Mais si je change en mode gris, ça nous fait une belle outil tech pour les plus technophiles d'entre nous qui cherchent toujours de nouveaux outils et de nouveaux horizons à explorer. On peut aussi exploser les horizons. Mais bon. Là, on a quand même des bonnes idées, des bonnes pistes. Je vois de tout. Je vois des outils qui sont conçus pour l'enseignement et j'en vois qui n'ont rien à voir avec l'enseignement, qui sont Discord notamment, qui est un outil de salon audio qui est très utilisé. Il est dans plusieurs catégories et ce n'est pas un outil utilisé pour l'enseignement. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment chacun va s'approprier les outils du web et les détourner pour justement un usage pédagogique. Oui, il y a des enseignants qui clairement utilisent Discord dans leurs cours. Parce qu'ils trouvent que c'est plus pratique compte tenu des modalités et des intentions qu'ils ont dans leurs cours. Ça peut. Bon. On remarque beaucoup d'usages, beaucoup d'outils pour les usages de capitalisation, exploration, collaboration, évaluation, et un peu moins pour la confrontation. Oui. En effet, il faudra peut-être que nous fassions intervenir quelques amis de Pensera sur le débat scientifique. Voilà, un débat, une question à lancer. Bon, on est au-delà de 120 réponses. Oui. Je te laisse, Franck, tu me dis si tu veux poursuivre le commentaire. Oui, non, moi, je n'ai pas d'autres commentaires particuliers à faire. Je trouve, voilà, pour moi, c'est une bonne façon de rassembler, même s'il y a des doublons, il y a des choses qu'on voit apparaître à plusieurs reprises, mais on vous fera passer cet ensemble dans les documents ressources à l'issue du webinaire, enfin, quand on vous renverra les documents à l'issue du webinaire. Et une autre remarque, je vois que pour les outils dont on va parler tout à l'heure, certains connaissent Padlet et Geniali, ils l'utilisent. Par contre, je ne vois pas de personnes dans les participants qui utilisent Perusol. C'est la remarque aussi que je fais. Je l'ai vu, je crois. Ah, je ne l'ai pas vu. Fois tout à l'heure. Je ne vais pas te dire une bêtise, il me semble.
Oui, mais clairement, c'est beaucoup moins connu, Peruso. Oui, voilà. Ouais. Bon, il me semble que voilà, on n'augmente plus depuis quelques dizaines de secondes. Je Et suggère ça qu'on tombe bien parce que ça va enrichir la colonne confrontation. Oui, voilà, tu vois, je le vois là. Collaboration. Ouais. Ouais. Ok, très bien, je reviens sur notre support du coup. Et donc, voici venu le temps d'une réflexion et d'un retour d'expérience sur les premiers usages. Capitaliser, comment est-ce qu'on peut capitaliser et explorer des contenus? Et là, je vais céder la parole sur Padlet et Geniali à ces deux messieurs qui sont disponibles maintenant. Donc, oui, alors du lequel coup, des deux je veut vais… commencer? Vas-y. Hervé, peut-être, c'était Hervé qui devait intervenir sur Padlet. Alors, volontiers, si je peux partager mon écran, c'est parfait. Oui. Donc, vous aurez compris que j'ai écrit un nombre incalculable de fois Padlet dans le WooClap juste avant. Ah, c'était toi. Ah, mais c'est toi! Non, absolument pas. Je ne l'ai pas marqué une seule fois. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste de la chose. Je vois qu'il y en a beaucoup parmi nous qui le sont. Et puis, je vous prie déjà de m'excuser pour toutes les erreurs, bêtises que je vais dire. L'idée étant plutôt de réfléchir sur l'outil actuellement. Je vous ai préparé un magnifique PowerPoint. L'idée, en fait, c'était juste pour soutenir 2-3 mots-clés, en fait. Première chose, je pense que les outils servent à soutenir l'apprentissage. Puis j'ai mis soutenir l'apprentissage dans un premier temps avec des outils numériques. Donc, l'outil, il est moins important que l'apprentissage. Et puis Padlet est encore moins important que l'apprentissage, l'outil, et puis finalement Padlet. C'était dans ce sens-là. Et c'est bien dans ce sens-là que je l'ai écrit pour pouvoir avoir cet impact-là. L'objectif fondamental, me semble-t-il, c'est de choisir des outils ou choisir un outil selon sa situation d'enseignement et ses objectifs d'apprentissage. Je rajouterai encore ses besoins et puis son aisance, quoi. Et puis, comme je viens de Suisse, je ne vais pas lésiner sur les petits… Enfin, de toute façon, vous allez m'embêter ensuite, alors autant le faire tout de suite. Pour moi, j'ai l'image du couteau suisse en tête, où dans un couteau suisse, pour moi, il y a vraiment une distinction entre des concepts et puis des fonctions. Un couteau suisse, c'est génial parce qu'il y a vraiment des concepts. Il y a un concept de sécurité, il y a un concept d'outils ou différents types d'outils. Et ces éléments, on peut les décliner ensuite en fonction. La sécurité, c'est que tout peut être rassemblé autour d'un truc qui fait qu'on ne va pas se couper quand on le met dans la poche, par exemple. Mais il en est de même, si on reprend cette idée dans un outil numérique, l'idée de quels sont les concepts que je veux mettre en avant, le partage, l'interaction, le stockage, par exemple, qui sont des questions vives aujourd'hui dans notre travail, et puis de se dire quelles sont les fonctions. Alors sur Padlet, il y a des fonctions ouvertes, des fonctions secrètes, l'interaction, on peut mettre ou pas des commentaires, des ajouts, des votes, et ainsi de suite. Le stockage, est-ce qu'on fait un stockage distant ou pas? Alors ça, je n'ai pas trouvé la réponse sur Padlet. Pour aller, c'est les seuls dias que je voulais vous présenter, les autres ne seront pas du tout intéressantes. Peut-être que si je retrouve comment est-ce qu'on appelle ça? Le chat. En fait, j'aimerais vous mettre un lien dans le chat. Il faut que je retrouve mon Zoom. Il est par là. Ouais. En fait, j'aimerais vous faire aller sur Padlet. Et puis, j'ai créé un Padlet pour aujourd'hui où je n'ai rien mis, en fait. Mais l'idée, c'est que c'est vous qui puissiez mettre des choses là-dessus. Alors, si on met… Ah non, c'est là. Normalement, en fait, je vais vous permettre d'aller sur ce Padlet, de sorte que vous puissiez, tout au long de l'interaction, rajouter des choses et puis commenter, puisque l'outil le permet, et ça permet tout à coup de capitaliser. Semblerait-il que cet élément est important pour vous, pour moi, pour nous, surtout pour nos étudiants aussi. Alors en Suisse, je dis toujours que c'est des banquiers. Il y a ce côté, dès qu'on dit quelque chose, ils veulent garder le truc.
Et puis, ça permet bien de faire la chose avec Padlet. Voilà ce que je voulais commencer avec vous pour Padlet. Dès que j'aurai fini de partager mon écran, je vous mets le lien dans le chat où vous pouvez aller ensuite, déposer des choses, des commentaires et puis des informations. Si vous avez des Padlets qui fonctionnent, n'hésitez pas à les mettre comme exemple pour vos collègues. J'en mettrai d'autres par la suite. On m'a dit d'être court, je crois que j'ai été court. C'est parfait. Merci Hervé. Donc on attend que tu nous donnes le lien. Le lien est dans la discussion. Ok, je ne l'ai pas vu passer. Ah, mais je l'ai mis en privé, pardon. Alors, hop. Et pendant que tu fais cela, je vais demander peut-être à notre ami Audric s'il veut bien intervenir à propos de ce premier usage, capitaliser et explorer des ressources. Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de Genially, parce que Genially, c'est un petit peu mon outil préféré pour travailler. Alors, c'est un outil qui a un certain coût d'entrée, sur le plan plus de l'investissement que de la technique, mais c'est un outil qui, au final, se révèle très intéressant parce qu'il offre de multiples possibilités pour permettre aux étudiants d'attaquer les notions sous des angles assez différents. Alors, sur la capitalisation, c'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec Genially, notamment créer des cartes mentales interactives. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran pour vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Là. Alors, du coup, normalement, là, c'est le Padlet que vous voyez. Je vais juste masquer les commandes. Voilà. Donc, j'arrive moi sur l'interface de Genially. Je vais vous en montrer quelques-uns. Certains outils qui sont intéressants avec le Genially, que j'aime bien notamment, c'est la capacité à créer rapidement des cartes mentales qui sont interactives, ce qui permet de faire des cartes mentales qui ne sont pas chargées, mais qui en même temps contiennent énormément d'informations. Donc ça, ce sont des choses que les étudiants aiment bien explorer. En général, quand on sonde les étudiants, ils aiment bien faire le tour de ces notions-là. Donc on a vraiment une condensation de l'information, tout en ayant un engagement quelque part des étudiants, puisque c'est eux qui vont aller explorer dans l'ordre qu'ils veulent les notions qui les intéressent. Et plus que la capitalisation, moi, ce que j'aime beaucoup dans le Genially, c'est justement cette notion vraiment d'exploration qui est possible. On peut créer des modes d'appréhension des notions qui sont vraiment très, 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 très divers dans tous les sens. Alors, je vous montre quelques petits exemples pour vous donner des idées de ce que j'ai pu faire. Il y en a un notamment que j'aime bien exhiber parce que je le trouve joli, mais ce n'est pas qu'une question de visuel, on est d'accord. C'en est un que j'ai créé par rapport à l'exploration du cerveau des émotions. C'est une notion qui est, par exemple, qui est typique, c'est un cas d'école parce que c'est une notion qui est très complexe. Les étudiants ont besoin de voir les choses, de les manipuler comme ils veulent et puis de confronter certaines théories, certaines structures, certains usages. Et c'est souvent très difficile quand on est dans un PowerPoint de leur dire regardez, cette structure, elle sert à ça, mais attendez, je reviens 20 diapos avant pour vous montrer que cette structure, elle sert à autre chose. Avec ce type de contenu interactif, les étudiants ils peuvent aller chercher directement l'information qui les intéresse. Ils peuvent naviguer comme ça les intéresse un petit peu plus loin. Aller voir comme nous on l'a prévu, ce qui les intéresse, ce qui les intéresse plus, changer, confronter les points de vue, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour eux. Ça leur permet vraiment de voir énormément de choses. Donc on peut faire des contenus d'exploration supplémentaires par rapport à des notions qui ont été vues en cours. On peut très bien aussi leur faire des résumés de cours. Il y a un format que j'aime beaucoup sur les Genially, c'est une notion en bref. On a 5 éléments principaux qu'on résume. Ce sont des choses qui sont vraiment assez simples, avec la possibilité qui est laissée aux étudiants de choisir quelque part leur niveau d'exploration des notions. Est-ce qu'ils veulent rester à un niveau plus général, plus superficiel? Est-ce qu'ils veulent vraiment rentrer dans le détail de notions particulières? C'est à eux de choisir. C'est à eux de choisir le niveau auquel ils intègrent les choses. C'est ça que je trouve vraiment intéressant dans le Genially.
On ne se contente pas de donner un PDF à lire et 3 questions à répondre. On incite les étudiants à aller explorer tout un contenu en leur disant, voilà, vous avez toute l'information essentielle qui est condensée ici, qui est organisée. À vous d'aller jouer avec, à vous de confronter les notions et de choisir qu'est-ce qui vous intéresse et surtout l'ordre dans lequel ça vous intéresse. Parce que moi, j'aime pas trop quand un étudiant n'explore pas certaines notions parce qu'il a déjà exploré d'autres notions plus complexes avant et à la fin, il n'a plus très envie. Je préfère que si cette notion l'intéresse, eh bien, que ça soit sa porte d'entrée et que ça soit ça qui le stimule pour pouvoir continuer à vouloir explorer d'autres choses. Donc, pour moi, Genially, voilà, c'est vraiment ça, c'est de la création d'exploration. Alors, j'en reviendrai un peu plus tard, j'y reviendrai tout à l'heure sur la notion d'évaluer la compréhension, parce qu'on retrouve ici aussi la notion d'exercice, la notion de travail un petit peu collaboratif pour mettre soit pour confronter les points de vue, soit pour construire des notions ensemble, ou carrément la ludification, ça j'y reviendrai aussi tout à l'heure, parce qu'on peut carrément créer des escape games avec Genially. Donc, c'est vraiment un outil super intéressant qui n'est pas forcément très, très complexe à prendre en main, puisque si vous savez utiliser Prezi ou PowerPoint, globalement, vous avez les fondamentaux. C'est un outil qui a l'énorme avantage d'être gratuit. Alors, quand je dis qu'il est gratuit, c'est que le nombre de créations est illimité. Et le nombre de visuels, même s'il est limité, il est très, très important. On peut créer un Genially sans avoir de fond, hein, en utilisant un template qui existe déjà. Les limitations qu'il y a avec Genially, j'allais dire la limitation principale, c'est le fait qu'on ne peut pas rendre le contenu confidentiel. Le Genially que vous créez, il va être mis à disposition de toute la communauté qui utilise Genially. Sachant que votre contenu, vous allez le partager certainement avec un lien, puisque c'est ni plus ni moins qu'un microsite ouvert dans un navigateur. Donc, quelque part, cette notion-là de sécurité du contenu, je ne suis pas sûr qu'elle ait une vraie consistance. La solution que j'ai trouvée, qui est un petit peu du bricolage, c'est de protéger mes contenus avec une licence Creative Commons. Je pense que ça reste un moyen de limiter la casse, même si, bon, il ne faut pas se faire d'illusions. Et un autre moyen que j'ai trouvé qui rend les cours plus ergonomiques, notamment si vous utilisez Moodle, c'est de les intégrer directement dans les pages, donc, comme je l'ai fait dans celle-ci. Puisque, comme c'est du HTML, l'intégration dans Moodle se fait très, très bien. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir une vraie interface de cours dans leur page Moodle, tout en ayant accès à des contenus qui sont vraiment interactifs. On peut les intégrer directement, ça marche très, très bien. Et là, ça évite d'avoir à donner le lien aux étudiants, même s'il suffit qu'ils l'agrandissent dans une nouvelle fenêtre pour l'obtenir. Donc, c'est un outil qui est ergonomique et qui a vraiment énormément de possibilités. Ok, merci Audric. Il y a eu des questions sur le chat. Hein. Oui. Donc, il y avait par exemple la dernière question, c'est comment vérifier qu'ils ont toutes les connaissances? Je pense que c'est par rapport aux étudiants, c'est ça la question qu'elle se pose? Alors ça, c'est un thème que j'ai plus abordé dans l'évaluation de la compréhension. On peut très bien, alors, à visée formative, ça c'est très important, mais on peut très bien proposer des petits quiz à la fin des phases d'exploration pour vérifier que les étudiants ont bien compris les choses. Et au final, quand je parle de ludification et d'escape game, c'est aussi la même idée dans le sens où on va leur donner une progression et que cette progression, pour pouvoir la valider, il va falloir qu'ils valident certains jalons qui nécessitent des connaissances ou en tout cas une compréhension de base. D'accord. Puis il y avait une autre question, la production de la ressource se fait en ligne, je pense que tu y as répondu, c'est ça hein? Oui, ça se fait totalement en ligne. Via cette interface ici, il suffit de cliquer sur « Créer un Genially », de choisir parmi les différentes possibilités qu'on a. Ça va de la simple présentation à l'infographie en passant par la gamification. Et ensuite, il suffit de choisir les templates. Parmi les templates, alors on peut partir d'une création vierge, mais les templates sont vraiment super bien faits et super faciles à modifier. Et puis ensuite, on se lance dans la création. C'est quelque chose d'assez rapide, sachant qu'avec un plan payant, on peut sauvegarder, intégrer des PowerPoint, sauvegarder les contenus, voire sauvegarder les contenus HTML pour pouvoir les consulter hors ligne. Et quand je parle d'un plan payant, je parle de 60 € à l'année, quelque chose comme ça. Oui, voilà, donc il y a 2 versions gratuites et payantes, c'est ça? Alors, il y en a plus en fait. Il y a le plan éducation, il y a le plan éducation master où on peut intégrer la marque, c'est la grosse différence. Puis après, il y a les gros volumes pour les institutions.
Mais pour un enseignant qui, en indépendant, voudrait faire ses propres créations, il peut très bien utiliser un compte. J'allais dire, pour les filous, on peut très bien aussi, à plusieurs enseignants, se partager le même compte, puisqu'à la fin, c'est simplement des liens HTML qu'on partage, qui peuvent très bien émaner du même compte. Il y a une question, une création est consultable pour tout navigateur sur Geniali? Alors, c'est un gros avantage de Geniali, c'est que vous pouvez consulter depuis n'importe quel navigateur. C'est du HTML tout bête, depuis un téléphone, depuis un iPad, une tablette, un ordinateur, depuis Safari, depuis… J'ai essayé toutes les possibilités, je n'ai jamais eu de problème d'affichage. Mais je pense que la question portait sur le fait que n'importe qui peut avoir accès à tout ce qu'on trouve sur Geniali. N'importe qui a les liens et n'importe qui a un compte Geniali. D'accord. Il peut avoir accès à ce qui est public. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pris une licence payante, parce que mes contenus, du coup, vu que c'est une licence payante, ils sont privés et je peux aussi les protéger par mot de passe au cas où. D'accord. Il y a une question aussi de Hervé sur les étudiants fabriquent la carte mentale avec le prof, point d'interrogation, un exemple, point d'interrogation. Alors, pour la carte mentale, il y a plusieurs possibilités. Alors déjà, il faut savoir, un point important, c'est que les étudiants s'approprient cet outil. J'ai plusieurs cas où les étudiants se sont eux-mêmes dirigés sur Geniali pour fabriquer une présentation ou quelque chose comme ça. Ils aiment bien parce que c'est quand même ludique. Pour les cartes mentales, je les utilise de 3 manières différentes, on va dire. La première, c'est moi qui leur présente la carte mentale pour résumer le cours. Donc, il fait bien écho à différentes parties du cours. La deuxième, c'est un temps qui est pris dans le cours pour fabriquer la carte mentale. Alors, c'est une carte mentale rudimentaire qui est fabriquée la plupart du temps. Et moi, je la repasse un petit peu derrière et je la mets en ligne derrière. Sinon, ce qui est pas mal, c'est avec des éléments qui sont déjà à disposition. C'est des cartes mentales qui sont créées en travail collaboratif. Alors, sur ce Geniali-là, j'en ai pas, mais ça peut se faire assez rapidement. Alors, est-ce que vous m'avez toujours là? Oui. Ouais. OK. On se donne encore 2 minutes pour… Tu m'arrêtes, Franck, hein? Oui, c'est ce que je suis en train de faire, enfin, dans 2 minutes. Ouais. Alors, je garderai la création de la carte mentale pour tout à l'heure. Alors, c'est peut-être plus simple. Parce que comme je comptais en parler dans l'évaluation de la compréhension, sur le travail collaboratif, ça sera peut-être plus simple. OK. Alors, j'en profite pour poser une question. Ça t'a coûté en termes d'apprentissage? Tu as mis combien de temps avant de manipuler à peu près correctement, sans trop perdre de temps, cet outil? Le premier Geniali, j'ai mis un paquet de temps à le créer. En termes d'heures, j'ai dû mettre une dizaine d'heures, même un peu plus. Maintenant, quand j'ai besoin de créer un contenu sur Geniali, il me faut 1 ou 2 heures parce que j'utilise des templates que j'ai déjà créés. Quand on a trouvé une formule qui nous correspond bien, on la réutilise. Et comme les éléments sont facilement interchangeables, c'est très facile. C'est très facile à mettre en place. Et l'interface de création, c'est quelque chose qui est vraiment très, très simple. Si mon navigateur n'est pas planté, j'aurais bien voulu vous montrer. Il y a une question concernant le fait, est-ce qu'il faut créer un compte pour oui, il y a besoin de créer un compte. Et pour les étudiants aussi, quand ils travaillent avec le prof? Tout le monde crée un compte, oui. D'accord. L'interface de Geniali, c'est celle-ci, en fait. On a notre diapositive, on a nos différentes pages et on a tous nos éléments, les fonds, les insertions. Ça ressemble pas mal à un PowerPoint ou un Prési, de toute façon. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà proposés en standard par Geniali. Il suffit de remplir les données, les graphiques apparaissent. Les liens sont faciles à faire, chaque élément est programmable. Qu'est-ce qui se passe quand il apparaît? Où est-ce que l'élément mène? Donc vraiment, c'est très, très facile à prendre en main. Il suffit de créer des habitudes, de se créer 2-3 modèles et ensuite, ça se fait tout seul. Et quelle est la grosse différence avec un PowerPoint? On va beaucoup plus loin qu'un PowerPoint. Oui, mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus interactif et la grosse différence, elle est par exemple dans le collaboratif. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu des architectes en psychologie pour montrer l'importance des feedbacks et des informations. C'est un individu qui est construit avec des dominos sous la dictée d'un autre individu. Soit il a un feedback, soit il n'en a pas, et on vérifie la qualité. Typiquement, avec un PowerPoint, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas jouer au Lego avec un PowerPoint. Voilà, tout simplement. Ces glisser-déposer, ces interactions, en fait, ce sont des choses qui sont possibles en live sur un Geniali qui vous permettent de faire de la catégorisation, de créer des cartes mentales en collaboratif et de créer tout un tas de jeux qui sont très sympas.
Donc, pour moi, on est dans deux outils qui n'ont vraiment pas la même puissance. OK. Merci Audric. Est-ce que Erwan a quelque chose à ajouter sur cette Usage. merci, sur cet usage de la capitalisation ou de l'exploration de ressources avec Perusall? Alors sur Perusall, il n'y a pas de production de ressources, c'est-à-dire qu'on doit créer ces ressources voilà, par les outils classiques et on dépose sur Perusall des PDF uniquement. Donc, alors je ne sais pas si je présente maintenant le… Alors, on va faire juste la petite introduction voilà. au deuxième usage. Si Lauriane veut bien revenir. Ouais, juste on avait une dernière question en fait sur la partie 1 avant de passer à la partie 2. Où simplement en fait on voulait solliciter un peu les participants dans le chat pour savoir à partir des deux outils notamment qu'on vient de proposer sur la capitalisation et l'exploration des contenus. Est-ce que cela vous a donné des idées? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez déjà imaginer dans vos propres enseignements et que vous souhaiteriez partager? Oui, là, la question est effectivement de voir comment, si ça a déclenché quelques idées chez vous, de choses que vous pourriez, dont vous avez dit, tiens, ça, je pourrais essayer dans mon cours de… Moi, je me dis, par exemple, qu'il faut que j'essaye de me lancer sérieusement sur Geniali, mais ça me paraît un investissement un peu lourd. Pas vrai. C'est pas vendeur, ça, Franck. Mais je ne suis pas là pour vendre. On a Wendy dans le chat qui nous dit qu'elle ne comprend pas Padlet. Si Hervé peut peut-être juste refaire un topo sur l'outil. Et ensuite, on a une autre question. Capitaliser, c'est-à-dire, du coup, si Franck ou Christelle pouvaient peut-être reprendre ça dans le chat. Et en deux compris mots. ta question, Lauriane. Si tu regardes le chat, peut-être Oui, Christelle. je le vois, oui. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La question de Hervé, Tolenaer, peut-être Oui. répondre dans le chat. Comme ça, on laisse la parole à Hervé à l'oral sur Oui, j'ai mis deux mots, en fait. Capitaliser, c'est donc exploiter, synthétiser des connaissances. Ok, je n'ai pas été dans le détail avec Padlet. De un, je ne suis pas un spécialiste de l'outil, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est très facile à prendre en main et puis il permet d'échanger énormément de contenu, soit d'en produire, vous pouvez produire rapidement une petite vidéo, vous pouvez rapidement produire de l'audio, mais vous pouvez aussi aller rechercher des éléments qui fonctionnent bien sur YouTube ou ailleurs. Et après, je vous montrerai quelques Padlets qui, je trouve, fonctionnent bien et sont certainement utiles dans la situation dans laquelle on est. Juste comprendre que c'est facile, qu'on peut rapidement rentrer dans le produit et que même si c'est qu'un dépôt qui ressemble furieusement à un espèce de brainstorming qu'on pourrait faire avec simplement des… comment on appelle ça? Je ne retrouve plus le mot. Des scotch qu'on colle à… Des post-it. Des post-it, merci. Simplement, ça fait un espèce d'énorme post-it, simplement que ce n'est pas que du papier. Ça a la puissance du papier et puis de l'ensemble du Web 2, en fait, derrière. Il y a absolument tout qui passe dessus, quoi. Et ça devient intéressant et interactif. Oui, puisqu'on peut les replacer, les remettre par catégorie, etc. On peut travailler dessus en cours. Oui. Alors là, je vous en ai proposé un d'une certaine catégorie parce que ça correspond assez bien à ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous en montrerai deux autres qu'on a construits ou que des collègues ont construits. Et puis, vous verrez que ça marche très, très bien, quoi. Il faut découvrir l'outil, quoi. Je trouve que c'est ce qu'il y a d'intéressant dans ce truc. Mais on verra ça ensuite. OK. Y a-t-il d'autres questions? On a eu pas mal de participation. Oui, j'ai vu passer beaucoup d'interventions. OK. Bon. Pas de questions en particulier, mais on a beaucoup effectivement de personnes qui expliquent un peu les idées qu'elles ont eues, les réflexions qu'elles se font. C'est parfait, c'est l'objectif, puisque l'idée, c'est qu'on va pouvoir centraliser comme ça un ensemble de propositions et d'idées
Alors, deuxième usage qui concerne cette fois l'évaluation, la vérification. Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce qu'ils ont bien retenu? Où est-ce qu'on en est? Savoir où on en est dans la compréhension des concepts et des idées du cours. Alors, hop. Du coup, on peut rendre la parole à nos 3 invités. Donc voilà, ici ce sont nos 3 invités. Hervé, tu parlais, donc on va continuer. On demandera à Audric de prendre la suite et on relancera Erwan. Hervé, si tu veux bien. Oui, merci, pardon. Padlet, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil gratuit dans un certain volume. Ça permet justement de créer des lieux où on va pouvoir, ça permet de créer justement ces panneaux qu'on va pouvoir gérer un peu comme on veut. Les étudiants peuvent le faire aussi. Et j'ai une collègue qui a fait ça avec ses étudiants, si je me souviens bien, durant la pandémie. Elle leur a demandé de trouver des outils en fait disponibles pour le donner à l'ensemble de la communauté des enseignantes et des enseignants. Ça s'est fait dans le canton de Vaud. Si je peux partager mon écran, je vais juste vous montrer la chose que j'avais trouvé intéressant. Hop, voilà mon écran. Et cette collègue avait... Donc, c'est sur la créativité et l'innovation à l'école, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous en pensez? Puis, vous voyez que c'est les étudiants qui ont fait la chose. Ce qui est intéressant, c'est que c'est anonyme aussi. Donc, les personnes, c'est pas forcément quelque chose qui est prenant pour les étudiants, dans le sens où je comprends qu'il faut les évaluer, qu'il faut évaluer la compréhension, puis que finalement, il faut leur donner des notes. Le risque aussi avec ce genre d'utilisation, c'est que ça crée énormément de pression chez les étudiants. Ils en ont énormément ces temps. Donc aussi avoir des moments où il y a un peu moins de pression, je pense que c'est quelque chose de très, très important pour eux. Après l'évaluation ou l'évaluation de la compréhension, vous pouvez leur demander de faire des Padlets à la suite ou leur demander de produire un Padlet en guise d'examen, par exemple. C'est difficile de copier-coller un Padlet. Donc là, il faut être créatif et ça vous permet d'avoir des choses qui sont intéressantes. Alors celui-ci n'est pas des plus jolis, mais ce qu'il y a comme avantage, on voit que les étudiants sont capables de poser des choses et puis de remettre en place de l'information. Donc ça, je trouve assez intéressant. C'est un outil qui est, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas difficile à utiliser, qui est très simple. Et pour les étudiants, ce qui est intéressant, ça permet, à défaut d'une carte conceptuelle, pourtant Dieu sait si j'aime le concept, de poser l'information à un endroit et puis de capitaliser sur cette information. Après, vous pouvez jouer faire des jeux dans votre scénario pédagogique où les étudiants vont critiquer d'autres Padlets. Et puis là, on rentre dans un dispositif qui monte d'un niveau, puisqu'on n'est plus simplement dans de la création ou de la production, mais on est bien dans de l'analyse de production ou bien on est dans de l'évaluation. Et c'est assez intéressant aussi qu'eux puissent fournir ce genre de choses. Après, on peut jouer sur le fait que ce soit anonyme ou pas. Et tous ces éléments, en fait, doivent être questionnés. Vous devez vous poser ces questions avant dans votre dispositif. Mais pour moi, l'élément qui est le plus important là actuellement, c'est de se poser la question de comment est-ce que je ne surcharge pas mes étudiants. N'oubliez pas qu'ils sont à distance, vous ne les voyez pas. Et je partirais du principe qu'ils travaillent à peu près 6 à 8 fois plus que ce qu'ils le faisaient habituellement. Donc, attention avec les outils. On l'a entendu tout à l'heure avec Audric qui disait que son premier test, ça a été 10 heures. La première fois qu'un étudiant va utiliser un outil, ce n'est pas parce que c'est des digital natives qui vont être capables d'utiliser ce genre de choses, quoi. En tout cas, dans ma pratique, et puis ce qu'on lit dans la littérature, c'est que franchement, ils ne sont pas du tout à l'aise avec des outils, notamment des outils numériques. Donc, il faut faire très, très attention à ces éléments. On voit souvent, je veux dire, en France, vous avez quand même pas mal d'études, ça passe un peu sous le manteau, mais on voit qu'il y a énormément d'épuisement professionnel chez les étudiants et on s'attend cette année qu'il y ait une augmentation de l'épuisement chez les étudiants. Donc, il faut faire très attention avec ça. Donc,
la question pour moi, c'est aussi combien de temps ça prend. Et il faut se poser des questions. Pour moi, ça, c'est des vraies questions plus que l'outil, quoi. Donc, des outils qui peuvent les aider, des outils qui vont développer leurs compétences professionnelles, oui, mais attention à ce que ça ne les surcharge pas. Ils n'ont pas que ça à faire, quoi. Ils ont aussi des études et puis essayer de trouver un peu d'argent également, quoi. Entendu? Oui, et dans ce même sens, pour Hervé, tu me corriges si je me trompe, je pense que c'est un point de vigilance important pour les enseignants par rapport à Padlet, c'est en fait, il faut veiller à bien catégoriser les idées dans ce Padlet. Il ne s'agit pas des idées éparpillées par-ci, par-là, donc un mur collaboratif où tout le monde peut mettre ses idées, bien les catégoriser et même veiller à la linéarité visuelle aussi, catégoriser des thématiques. Le problème de l'outil, c'est qu'on peut glisser, enfin c'est un problème et un avantage à la fois, c'est qu'on peut glisser les contenus très facilement, tous ces post-it qu'on met peuvent très facilement se déplacer. Après, c'est quand on choisit son Padlet, quel type de Padlet quel type de fond on va utiliser pour justement que ça maîtrise la donnée ou bien pas. Quand on est dans un travail de récolte de l'information, quand on récolte les présupposés ou les connaissances de départ, si vous voulez, des étudiants, c'est intéressant pour pouvoir ensuite, nous aussi, les organiser. Puis après, si on est sur un volet qui est plutôt non plus de l'évaluation formative ou diagnostique, mais plutôt une évaluation qui est de type certificative, je pense que dans ce cas, il faut poser un cadre qui est important. Reste que ce qu'il y a d'intéressant avec Padlet, c'est qu'on peut aller au-delà de simplement ce qu'on fait sur une feuille de papier crayon. Et puis aujourd'hui, comme on ne va peut-être pas pouvoir les avoir en présence pour faire une feuille de papier crayon comme on a l'habitude, peut-être leur demander de faire un retour du cours ou des questions d'examen, de synthèse du cours, qui nous synthétisent le cours avec un Padlet, avec eux-mêmes qui choisissent les concepts principaux et puis qui nous amènent des éléments. Ça peut être intéressant, enfin, voir à la fois leur synthèse et puis surtout où est-ce qu'ils vont puiser l'information. Ce n'est pas inintéressant de voir s'ils sont capables d'aller rechercher de l'information dans le pot des savoirs savants qui sont disponibles, qu'est-ce qu'ils vont rechercher, où et comment est-ce qu'ils mobilisent ce savoir, et puis comment est-ce qu'ils le transposent dans leur pratique, ou comment est-ce qu'ils s'imaginent le transposer dans leur pratique, au travers d'une synthèse. Mais là, il faut avoir une idée assez précise de ce que vous voulez faire dans votre évaluation. Padlet peut être utile, d'autres outils peuvent être utiles, mais je trouve que Padlet, c'est intéressant parce que justement, ça permet d'organiser, si vous voulez, l'ensemble du contenu qu'on a à disposition, notamment quand on est dans une formation de type hybride, ce qu'on vit actuellement. Oui, merci. OK. Merci Hervé. Y a-t-il d'autres questions sur Padlet avec cet usage de l'évaluation? Je pense qu'on a répondu sur chat, sur les questions. Je ne sais pas si Erwan, tu as des choses à ajouter? Alors, pardon. Oui, ça dépend sur… je peux présenter l'outil sur la partie évaluation, mais… Alors, oui, en fait, pardon, je voulais juste laisser à Audric la possibilité de parler là-dessus, parce qu'il a un impératif, il doit nous quitter à 16 heures. Donc, Audric, si tu veux… Merci beaucoup. Pardon, Erwan. Oui, désolé, j'ai une petite contrainte, grosse contrainte en fait. Alors, pour vous parler de l'évaluation de la compréhension avec Genially, une première chose à dire, c'est que vous ne ferez pas de l'évaluation sommative avec Genially. On est d'accord que c'est simplement pour mettre les étudiants en situation d'évaluation, les mettre un petit peu au défi pour voir pour les laisser se situer dans leur compréhension. Je vous ferai pas le topo sur l'effet de test, qui montre que les étudiants sont bien plus mobilisés quand on les met dans des situations d'évaluation que quand on les met simplement dans des situations d'études. Donc, c'est là que l'outil Genially devient intéressant. Par contre, on n'a aucun contrôle d'équité, aucune sauvegarde des résultats. Donc, voilà, c'est simplement de l'exercice, de l'évaluation formative pour se situer, mais on n'ira pas plus loin. Donc, ce qui est très intéressant avec Genially, c'est qu'on peut créer ces exercices. Alors, je vais repartager mon écran pour vous montrer quelques petites choses.
Au passage, je prends une seconde pour répondre à un commentaire qui a été fait dans le chat sur la sécurisation des contenus. Donc évidemment, avec une licence gratuite, les contenus ne sont pas sécurisés. Notez qu'avec une licence payante, on peut tout à fait protéger les Geniali avec des mots de passe. Donc là, on sécurise totalement le contenu. Donc après, je reviens à mes moutons. Ce que je voulais présenter, c'était la capacité de Geniali à pouvoir proposer des exercices aux étudiants. Donc par exemple, celui-ci. Donc l'idée, c'est de donner la capacité aux étudiants d'aborder un contenu en autonomie et de pouvoir tester leur compréhension de ce contenu en fin d'exploration. Donc ils ont tout un contenu qui est disponible. Ils l'explorent comme ils veulent, dans le sens où ils veulent. Bon, il y a quand même une logique sous-jacente. Et à la fin, on peut leur proposer par un système de feedback de faire un petit test. On leur propose des affirmations, ils choisissent leurs réponses et ils ont un feedback directement sur ce qu'ils ont fait. Alors, ça ne va pas plus loin que ça, hein, ça reste simplement pour se faire une idée de la compréhension, mais l'étudiant, il a un feedback tout de suite sur ce qu'il a fait. On peut très bien imaginer faire des évaluations un petit peu plus poussées, comme dans ce Geniali-là, où en fait, le test qui est présenté, il est rattaché à un document qui est téléchargeable, qui est un Google Drive en fait. Mais là, ça va un petit peu plus loin et on sort un petit peu du Geniali. Donc, on a cette possibilité de faire des exercices qui est très intéressante. On peut aussi faire du travail de groupe et de la ludification avec les Geniali, avec un petit défaut, un petit bémol quand même, qui est que ce travail de groupe, il doit se faire de manière synchrone pendant une visio, par exemple, ou en présence, en synchrone. Parce que ce n'est pas comme un Padlet, c'est-à-dire que les différents participants à l'exercice ne peuvent pas interagir avec le support en même temps. S'il n'y a qu'une seule personne qui peut interagir sur le support, on peut se donner le contrôle de l'ordinateur comme on pourrait le faire sur un Zoom, par exemple, mais il y a une personne qui va contrôler et faire avancer les choses, en fait. Ce qui n'empêche pas de faire des choses assez intéressantes avec Geniali. Si j'arrive à cacher ma barre d'outils. Voilà. Moi, je voulais vous montrer un aspect que je suis en train d'explorer en ce moment et qui me paraît plein de promesses et de futurs échecs à venir, hein, parce qu'à mon avis, il va falloir tâtonner. C'est la création de l'utilisation de Geniali pour créer des escape games. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, à mon avis, en synchrone, hein, parce qu'un escape game, on demande quand même une certaine implication des étudiants. Donc, mais on a tous les outils, toutes les interactions nécessaires pour pouvoir créer des escape games dans un Geniali. Donc, on met tous les étudiants à travailler autour de quelques missions qui s'affichent. Dans ces quelques missions, c'est un escape game classique, hein. Il y a différentes énigmes qui sont à résoudre. Alors, il y en a plein. L'avantage avec Geniali, c'est comme c'est très visuel, on peut vraiment jouer sur l'aspect ludique, l'aspect ergonomique, pour proposer différentes choses. Voilà. Protéger les passes par mot de passe pour pouvoir contraindre les étudiants à réfléchir et avoir une bonne compréhension. Et on peut créer vraiment tout un cheminement à travers différents thèmes, tout en laissant cette liberté, je pense que vous le voyez, cette liberté d'exploration des étudiants. Donc, on peut leur permettre de collaborer autour de vraiment quelque chose qui est beaucoup plus ludique, hein, avec différentes choses. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de choses, c'est leur proposer le cours et à la fin du cours, leur donner des énigmes ou des contenus qui les obligent à articuler les notions du cours pour pouvoir comprendre. Ici, c'est un contenu sur la motivation. Je leur donne le cours sur la motivation. Et s'ils ont bien compris comment s'articulent les concepts, ils trouvent la bonne réponse et ils peuvent passer à l'étape suivante. Donc, ce sont vraiment des choses qui sont intéressantes comme ça. On peut faire des systèmes de j'ai compris, j'ai pas compris, la réponse est bonne, la réponse est fausse, on revient en arrière. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. Les étudiants aiment bien, les retours sont plutôt positifs. Par contre, l'investissement pour créer ce genre de choses n'est pas le même, hein. On est sur quelque chose d'un petit peu plus long. Ça m'a pris une bonne semaine pour le créer, sachant que là, c'est vraiment une première version qui n'est pas forcément très élaborée. Donc, c'est un investissement qui est fort, mais je pense qu'on est à un niveau d'exploration et d'articulation des contenus qui est supérieur encore, parce que les étudiants collaborent entre eux, parce que les étudiants sont obligés de réfléchir et de vraiment comprendre et articuler les notions pour pouvoir résoudre les énigmes.
Et parce que moi, je mise beaucoup sur le travail de groupe. Et c'est vrai qu'il suffit de mettre les étudiants au défi par groupe, le premier qui a terminé, ou des choses comme ça, pour tout de suite les stimuler un petit peu. Et j'aime bien cette idée de les impliquer dans le cours, de les identifier dans le cours en créant une cohésion de groupe, parce qu'ils vont tous plancher sur ces énigmes, et en même temps de créer une identification par rapport aux autres groupes autour, parce qu'ils sont en compétition. Je crois beaucoup à la ludification et à la compétition ludique, sans aller dans la cour de récré, hein, on est bien d'accord, on est toujours en cours. Et je pense que c'est un bon moyen de stimuler les étudiants. OK. Moi, ce que je retiens, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus avant, je retiens que cette idée de la liberté de choix C'est de l'exploration. C'est ça qui change tout, quoi. C'est vraiment de l'exploration. On a toutes les notions et puis les étudiants, ils font comme ils veulent, ils articulent comme ils veulent, ils sont libres de faire les liens qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment un facteur en mémoire qui est très important, créer les traces mnésiques et les liens qu'on veut faire. Il y a une question sur le chat. L'enseignant peut voir le résultat du test sur Genially comme sur Moodle, pour une interrogation. Non, c'est pour ça qu'on est vraiment sur quelque chose qui doit se faire de manière synchrone et vraiment sur une évaluation formative. Si votre contenu n'est pas consulté, si les résultats ne sont pas bons, vous n'en saurez rien du tout. D'accord. C'est important à prendre en compte. Ouais. Et une autre question, de quelle manière peut-on partager avec Genially le même outil à plusieurs groupes? Alors moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans des canaux sur Teams ou dans des breakout rooms sur Zoom. Il y en a un qui partage son écran avec le Genially et les autres suivent la progression. Alors, je préfère le faire avec Zoom parce qu'avec Zoom, il y a cette super option qui permet de prendre le contrôle de l'ordinateur de l'autre. Et dans ce cas-là, les étudiants peuvent se relayer. Et s'il y en a un qui, je ne sais pas moi, tout le monde travaille sur la mission 1 et il y en a un qui a une idée de génie sur la mission 3, il peut prendre le contrôle et aller explorer la mission 3. Mais on ne peut pas interagir sur le même Genially comme on pourrait le faire sur un Padlet, par contre. D'accord, c'est clair comme ça, merci. OK. Y a-t-il d'autres questions qui concernent cet outil pendant qu'Audric est encore à notre disposition? Je reste autant que possible. Merci. J'aurais une question bête et idiote. Est-ce que vous auriez des bons tutoriels sur YouTube, sur Genially à nous conseiller? Je me suis amusé à le faire sur le webstorming de le Padlet. J'en ai trouvé un, mais je ne sais pas du tout ce qu'il vaut parce que je ne vais pas le regarder maintenant. Mais est-ce qu'on aurait ce genre d'infos? Parce que c'est intéressant de pouvoir rentrer dans un produit en étant aidé par d'autres personnes. Alors, ce qui est super avec Genially, c'est qu'ils se sont déjà posé la question. Et en fait, quand on est dans Genially, dans la rubrique d'aide, ils ont créé une espèce d'académie qui s'appelle Académie, justement, où ils ont créé tout un tas de tutoriels qui sont faits avec Genially. Du coup, ils sont super ergonomiques pour la création des fonctions. Donc, en fait, on a un ensemble de MOOC, de tout petits MOOC qui permettent de se former à Genially. Et c'est vraiment super bien fait, sachant que l'outil est déjà par lui-même super ergonomique. Donc, pas besoin de scroller pendant 2 heures sur YouTube, tout est déjà dans l'interface de Genially. OK, merci. D'autres questions encore sur Genially? OK. Alors, je suggère, et je vais peut-être demander à Hervé s'il veut bien nous introduire Perusall. Erwan. Erwan. Qu'est-ce que j'ai dit? Hervé. Hervé. Pardon. Hervé, tu veux parler Perusall? Pardon, Erwan, désolé. Donc, je vais partager mon écran. Il faut que je trouve lequel, parce que comme j'en ai deux, oui, c'est celui-là que je veux partager, pardon. Voilà. Donc, Perusall, c'est un outil qui permet le partage de documents PDF, sous forme PDF. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas générer de ressources dans Perusall. Il faut vraiment avoir soit des supports de cours déjà écrits, soit des articles issus de la bibliographie, des PowerPoint, enfin ce que vous voulez. Vous convertissez ça en PDF, ça peut être aussi un schéma, une carte, enfin, et vous mettez ça dans Perusall. Donc, sur Perusall, il faut être inscrit. Alors, au passage, nous, à l'INSA, c'est directement interfacé avec Moodle, donc le transfert de l'identifiant est transparent de Moodle à Perusall.
c'est interfacé directement depuis les espaces de cours sur Moodle. Et donc, ça se présente comme ce que vous voyez à l'écran. Alors là, vous avez la vue de l'enseignant, hein. Pour les étudiants, ce qui va apparaître, c'est les documents disponibles. Alors, comment ça se présente? On clique sur un document. Et en fait, le principe de Perusall, c'est d'étudier des documents de manière collaborative via un chat. Et la différence en fait de ce chat, c'est que, enfin de chat, plutôt de fenêtre de commentaires. Les commentaires se font directement sur le texte. Donc ici, bon voilà, c'est un polycope de cours de troisième année à l'INSA. Alors, vous avez des parties surlignées dans le texte et, les étudiants et ou les profs peuvent poser des questions sur le document. L'intérêt, c'est que ce soit d'abord les étudiants qui posent des questions et qui se répondent, en fait. Ça passe par un dialogue entre les étudiants, enfin les étudiants entre eux, pardon, et puis entre les étudiants et les profs. Il peut y avoir plusieurs profs dans un cours, hein. Et donc ça, c'est ce que vous voyez dans la colonne de droite avec un flux de conversation. Au passage, il y a, dans cette colonne, alors le petit icône rose là avec la tête, c'est moi, mais les autres, c'est les élèves qui sont connectés à ce cours-là. Donc on voit, c'est pas forcément moi à chaque fois qui fait la discussion, hein. Par contre, en tant que prof, je peux valider des réponses d'élèves. Voilà. Et les élèves aussi peuvent, s'il y a une réponse, un commentaire qui semble utile à la compréhension du document, voilà, il y a on va dire des likes, pour faire court, qui permettent de mettre en valeur certains commentaires. Donc voilà, c'est vraiment un outil de commentaires de documents. Moi, je m'en suis servi pour des polycopes de cours, des PowerPoint aussi. Hein. Alors, comme je les ai mis plus tard, ça a moins été commenté, mais non, il n'y en a pas eu sur celui-là. Tiens. Bon, c'est pas grave. Et c'est quasiment instantané. Alors, c'est quand même pas du chat en direct, hein, c'est plus un forum, la colonne de droite. Donc, il y a quelques secondes de délai quand même entre le moment où quelqu'un met une remarque et où quelqu'un complète. Moi, je m'en suis servi à la fois en session sur un créneau horaire précis, sur un créneau horaire de cours, mais aussi les élèves peuvent très bien revenir sur cet espace au moment qui les arrange le mieux et poser des questions, répondre à des questions dans le texte. Donc voilà le principe de base de Perusall. En termes de, puisque là on est plutôt dans la section, enfin dans la partie évaluation, alors je vais vous montrer un autre document. Les documents sont soit en consultation libre, c'est-à-dire que tant que le cours est ouvert, les étudiants peuvent venir voir et commenter, mais on peut aussi imposer des commentaires sur un document sur une période donnée, une période assez courte quand même. Donc il ne s'agit pas non plus d'évaluation sommative, hein, c'est, disons, imposer un travail de commentaire sur un texte. Donc moi, c'est ce que j'avais fait voilà, ici sur un autre document. Alors on retrouve que c'est exactement la même chose, la même interface, hein. Simplement, Perusall va calculer un score, alors c'est les brevets qu'ils ont déposés derrière, un score basé sur le nombre de commentaires d'un utilisateur, la pertinence du commentaire, est-ce que le commentaire il est repris par d'autres étudiants, etc., etc. Bien évidemment, ça ne remplace pas l'évaluation par un test, ni par un test plus classique, hein. C'est vraiment disons, une activité de travail sur un document dans une contrainte horaire précise. Et puis après, alors au passage, on peut voir, voilà, on a les contributions, on peut voir les contributions des différents étudiants, le score qu'ils ont complété. Moi, typiquement, je m'en suis servi pour compléter une note à un autre test. Voilà, c'est pour faire la balance entre un test, à l'époque c'était en présentiel, pour de vrai, et un test, enfin cet exercice-là qui consistait à commenter, à analyser un document en ligne. Une petite question, Erwan. Comment Ouais. les étudiants ils accueillent justement le fait que tu intègres cette évaluation de Perusall dans l'évaluation globale?
Alors, donc ça, l'aspect évaluation, je ne l'ai fait qu'une fois. Et donc, moi, c'était en complément d'un autre test. Donc, je leur ai bien dit que voilà, ça serait que du bonus, en fait. La majorité des étudiants a joué le jeu, hein. C'était un petit peu pour les forcer à aller voir ce document. Parce que quand on dit aller voir un document, hein, malheureusement, à l'INSA, ils ont des emplois du temps aussi très chargés, c'est vrai, beaucoup de ressources, ils sont un peu trop maternés, ils ont des cours toute la journée. Donc, si on ne leur met pas un peu une carotte pour les pousser à aller voir et commenter un document, on risque de ne pas avoir de retour. Donc, voilà, c'était un complément de notes, mais ce n'était pas l'évaluation seule, ce n'était pas l'évaluation unique. Il y a une question sur le chat qui demande si les documents sont stockés directement dans Perusal Oui, ou dans Moodle. oui, oui, oui. C'est stocké dans Perusal. Donc, il faut un compte sur Perusal et bah, voilà, il faut accepter de déposer son document sur Perusal. Alors, ils ne sont pas accessibles aux autres utilisateurs, bien sûr, mais ils sont stockés sur les serveurs de Perusal. OK. Donc, ce que j'entends ici, c'est qu'on part donc d'une ressource initiale qui est déposée et on peut travailler sur cette ressource. Tout à fait. OK. Et donc, j'ai trouvé que c'était un bon outil, moi, pour pendant les sessions, pendant le confinement, là, pour faire travailler les étudiants sur le cours. Alors là, je ne parle pas de la partie, j'anticipe un peu, c'est plus la partie collaboration. J'ai trouvé ça assez pertinent pour faire travailler les élèves d'une autre manière sur un cours, parce qu'on avait des sessions Zoom, des sessions Discord, et puis là, c'était une session plus de chat, mais directement sur le texte du cours, sur les diapos ou le polycope de cours. Ça changeait un peu des interactions en Zoom où pendant 2 heures, en fait, l'élève, il suit ou pas ce qui se passe. Là, il va voir à son rythme le document, il commente ou pas, c'est à lui de voir, mais il est plus autonome, disons. OK. Il y a une question sur quel est l'avantage par rapport au Google Docs partagé et comment se fait l'interface avec Moodle? L'interface avec Moodle, bah, ça c'est, j'ai fait un tutoriel sur le site de l'INSA sur Moodle, hein. Il y a un code d'accès, on a un code d'accès global par université en fait. Et donc, voilà, côté INSA, il y a toute la procédure qui est en ligne. Donc, c'est très simple, hein. Et oui, par rapport à Google Doc, Google Doc, ça permet de modifier les documents. C'est une modification collaborative de documents. Ici, il n'y a pas de modification. C'est uniquement du commentaire et de l'analyse de documents ou de figures aussi. On peut aussi, là, c'est du texte qui est mis en surbrillance. On peut aussi mettre des zones en surbrillance sur une figure, une carte, etc. D'accord. L'interface avec Moodle, je peux montrer juste à quoi ça ressemble. Alors, voilà, c'est juste un lien comme ça. D'accord? Ce lien-là, ça entraîne depuis Moodle. Si je clique, bon, c'est déjà ouvert, mais ça va directement sur Moodle. Et c'est dans Moodle, c'est ce qu'on appelle un outil externe. Bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails de ça maintenant. Et on peut, après, évidemment, comme on est identifié, on a accès aux différents cours dans lesquels on intervient. Ouais. On voit ici d'ailleurs à droite que la plupart de ces espaces ont été créés depuis Moodle automatiquement. OK. Donc, sur le plan de l'usage pédagogique, toi, tu conseilles plutôt, tu irais plutôt vers, aujourd'hui, ton expérience, c'est plutôt sur le troisième usage qu'on va aborder bientôt, mais Oui, moins voilà. sur la question de l'évaluation. Oui, tout à fait, ouais. Plutôt sur l'aspect collaboratif sur document. D'accord. Est-ce qu'il nous reste des questions sur ce sujet? Je pense qu'on a fait le tour sur le chat. Et alors, peut-être que je reste encore un petit peu sur… Ah oui, tiens, pardon, je regarde le chat. Oui, il y a quelqu'un qui a dit… Oui, effectivement, oui, les statistiques d'utilisation. J'ai oublié de dire, une fonction intéressante, effectivement, c'est qu'on a… Alors, je ne vais peut-être pas retrouver ça sur mon document. On a, disons,
des statistiques sur… ah oui, mais c'est… Bref, on a un retour statistique sur les documents et en particulier des indices d'intelligibilité des documents. Pareil, il y a des algorithmes qui analysent les façons dont sont faits les commentaires et ça peut donner un retour au prof ou en tout cas à l'auteur du document pour dire bah voilà, là, il doit y avoir quelque chose de pas clair dans ce document parce que à cet endroit-là, il y a quand même un nombre de commentaires qui revient. Donc, il y a un retour pour le prof sur la façon dont est rédigé son document via l'analyse automatique des commentaires. Effectivement. D'accord. OK. On pourrait imaginer que des productions d'étudiants en groupe, par exemple, soient confrontées à d'autres groupes et évaluées d'une certaine façon, de cette façon-là, par les pairs. Oui, tout à fait. C'est possible. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser ça pour apprendre à lire à l'Uni? Enfin, ce qui me surprend toujours, c'est que nos étudiants, ils ne savent pas lire un texte scientifique. Je trouvais que peut-être de le lire à plusieurs, ça permettait de pointer les éléments qui sont marquants, importants dans une production scientifique. Est-ce que ça ferait du sens? Ça peut être utilisé pour ça, effectivement. Moi, je l'ai pas… Ouais, j'ai pas eu cet usage-là. Mais on peut envisager éventuellement, comme l'enseignant peut poser des questions lui aussi dans le forum, il peut mettre en valeur certains points du texte et interroger certains points du texte. C'est ce que j'ai fait dans certains endroits dans mes documents. Donc on peut envisager une utilisation sur l'analyse de texte. C'est le principe. Hein. D'accord, donc on pourrait déposer un article et puis… Ah, tout à fait. Tout à fait. Ouais. OK. Merci beaucoup. Par rapport aux stats, donc s'ils ne sont pas forcés, quelle proportion d'élèves font des commentaires sur Perusol? Ça dépend en fait. Quand c'était le confinement, donc comme je disais, moi j'ai utilisé ça en partie pour mes cours, en alternance avec d'autres moyens. Quand c'est la session de cours et on leur dit d'aller voir le cours, le polycope de cours et qu'on sera présent sur ce créneau horaire-là pour répondre en direct à leurs commentaires, là, il y a un très bon retour. Si c'est un document, disons, annexe au cours ou qui permet d'apporter des compléments au cours, là, il y a moins de visites, c'est sûr. OK. Merci beaucoup. Peut-être, Audric, avant de nous quitter, un mot auquel tu aurais pensé, quelque chose à ajouter sur Geniali ou les usages que tu privilégies, toi, éventuellement. C'est une question libre. Je crois que j'ai tout dit. Hein. L'exploration et la gamification, pour moi, c'est vraiment deux grandes perspectives. Après, en interne, pour diffuser des ressources, c'est très, très bon aussi, Geniali. Pour faire des tutoriels sur Moodle, sur Teams, par exemple, ça marche très, très bien. C'est un bon moyen d'organiser les choses et d'inviter les gens à aller en explorer un peu plus. Très bien. Merci beaucoup. Je rebondis, pardon, Franck, juste sur ce que tu dis, Audric. Tout à l'heure, on a une personne qui demandait aussi les majeures différences avec PowerPoint. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un gros PowerPoint amélioré. Il y a quand même un usage qui est très intéressant aussi avec Geniali, c'est l'utilisation du code d'intégration, en fait, d'incrustation du Geniali dans vos outils. C'est-à-dire, là, ce qu'on va regarder, c'est l'interopérabilité entre les différentes solutions numériques qu'on a. Et donc, vous pouvez intégrer un Geniali dans votre site web, vous pouvez intégrer un Geniali dans votre Moodle, et la lecture en fait et l'interaction restent accessibles sans avoir à sortir en fait du document pour aller sur son navigateur internet et ainsi de suite. Donc, il y a ça aussi que je trouve qui est intéressant et qui est assez valorisant dans l'outil. C'est vrai que ça reste jamais qu'un microsite en HTML, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre à peu près partout. Et en termes d'intégration des ressources dans le Geniali, c'est pareil, il y a une énorme compatibilité. On peut les faire venir d'à peu près partout, que ce soit du podcast, de la vidéo, ça marche très très bien. Et ce qui est pas mal, c'est que comme un PowerPoint, on peut le sauvegarder hors ligne pour en faire ce qu'on veut derrière. On n'est pas obligé de garder une connexion à Geniali pour pouvoir le garder opérationnel. Très bien. Merci beaucoup, Audric. Je pense que tu peux
tu peux te sentir libéré de l'obligation. Merci encore. Ça me rassure. Merci à vous. Merci. Alors, eh bien, tranquillement, mais certainement, nous allons pouvoir avancer vers notre troisième usage. Le troisième usage que nous proposons. Ah, mais avant, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'avais oublié ça. Avant, toujours dans cette idée de vous demander si ça fait des tilts et si ce qu'on vient de voir vous a mis un peu la puce à l'oreille, de donner envie ou fait penser à quelque chose que vous pourriez faire. C'est le moment de nous en faire part dans le chat. L'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir ramasser ces informations et pouvoir vous les transmettre ensuite, peut-être organiser, arranger, pour en faire une sorte une ressource. Je trouve que là-dessus, pour évaluer et vérifier la compréhension, tout à l'heure en introduction, on avait vu que sur la question amont du webinaire, il y avait cette interrogation avec le graphique que tu as proposé, Franck, où on voyait effectivement que finalement, il y avait peu d'outils utilisés moins d'outils en tout cas utilisés pour vérifier la compréhension. Et là, les intervenants ont vraiment donné pas mal d'idées, pas mal d'usages en fait sur ce point-là. Et Perusal, à la fin, qui a été présenté, moi je trouve qu'il est assez chouette en fait. Je ne connaissais pas du tout et du coup, vraiment pas mal. Pour la compréhension d'un texte ou d'un document, c'est assez chouette. OK. Alors. Bon, écoutez, je pense qu'on va passer au troisième usage. Ce qui n'empêche pas chacun, là j'ai fait appel au chat, je vous ai proposé d'utiliser le chat, mais grâce à Hervé qui nous a ouvert un Padlet, on peut aussi commenter et poser des questions, peut-être noter, donner des réponses sur le Padlet ouvert par Hervé tout à l'heure. On passe à la troisième partie. Thibaut dans le chat qui demande… Ah, pardon, Franck. Juste avant, on a Thibaut qui demande quel équilibre entre ces outils numériques et le support papier pour chaque étudiant. Un rapport papier n'a-t-il pas d'autres vertus? Alors Thibaut, je ne sais pas du coup si c'était uniquement par rapport à Perusal qui a été présenté à la fin, ou si c'était pour les trois outils qui étaient proposés. Si Hervé et Erwan pour les trois souhaitaient outils. Du coup proposer. Pour les trois outils. Pour les trois. Ok. Pour le travail personnel. Alors, je pense pour ma part aujourd'hui que le papier, c'est intéressant. Enfin, moi, j'adore ça. Enfin, ces trucs bizarres autant qu'étranges. Je ne sais pas si vous connaissez ces machins. Ça s'appelle un livre. Moi, vraiment, ça m'excite, quoi. Je ne suis pas sûr que mes étudiants, ça les excite aussi, quoi. Donc, aujourd'hui, il faut trouver… D'ailleurs, les éditeurs, ils ont bien compris que ça emmerdait le monde, hein, les bouquins, objectivement. Et c'est pour ça que vous voyez non seulement qu'il y a un livre aujourd'hui, puis ensuite, il y a en règle générale un site associé ou un site accompagnant. Dans les bonnes éditions, on a cet élément qui apparaît. Et là, les outils qu'on a proposés, il me semble qu'ils permettent justement d'aller au-delà de la simple expérience de lecture. Je pars aussi toujours du principe que nos étudiants ne sont pas de bons lecteurs, ne sont pas de lecteurs affûtés, ils ne savent pas lire de la littérature scientifique, et puis pire encore, bien souvent, on ne leur apprend même pas. Donc moi, je passe 6 mois la première année, en premier semestre, à leur apprendre à lire un texte, parce que ça me paraît… c'est pas quelque chose… nous, on le lit naturellement, mais on a dû passer beaucoup de diplômes pour y arriver. Eux, ils n'ont pas ces valeurs, ils n'ont pas ces connaissances et on doit leur transmettre ces choses.
franchement, lire un article scientifique, c'est chiant pour eux. Donc, si on peut trouver des supports qui peuvent les aider et puis avoir une lecture qui est augmentée avec un QR code qui peut ramener vers un questionnement sur leur téléphone portable ou qui peut amener sur un petit film, sur 2 images ou je ne sais pas quoi, qui permettent d'augmenter l'expérience, je trouve que ça devient vraiment très, très intéressant. Donc, le seul papier, ça n'excite que les personnes âgées comme moi, quoi. J'aurais tendance à dire, non, en étant méchant, quoi, et un brin humoristique et caustique surtout. Donc, c'est problématique, quoi. Donc, il faut trouver des palliatifs, quoi, pour les exciter un petit peu plus, quoi. En plus de ça, ils sont dans une vie qui est terrible, hein. Ils sont confinés chez eux. C'est pas génial, quoi. Ouais. Juste pour rebondir, du coup, ça rejoint, Hervé, ce que tu disais tout à l'heure sur l'apprentissage de la lecture du document, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend dans ses études. Nous, tu disais, on a passé des diplômes, mais aussi on en a lu beaucoup, des documents, donc ça s'acquiert aussi par l'expérience. Et effectivement, ce que tu suggérais tout à l'heure, alors avec Perusall entre autres, mais d'apprendre à commenter, à analyser un article scientifique, ça peut être effectivement un outil assez intéressant pour ça, quoi, pour guider les commentaires et l'analyse de documents. Oui. Alors, je voudrais revenir comme un petit bout sur la question du papier. Et effectivement, pour moi, pour l'instant, le papier reste encore un élément, bon, peut-être c'est la couleur de ses poils, mais bon, reste encore un élément par lequel les étudiants vont m'apporter la preuve de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont compris, de ce qu'ils savent dans un essai, dans une dissertation, dans un exercice écrit, etc. Je ne pense pas qu'on soit en train de remettre en cause l'usage de l'écrit, évidemment. Néanmoins, ces outils nous permettent d'enrichir, de varier les apports faits par le simple document. Alors, je ne voudrais pas qu'on prenne trop de temps, au risque de perdre les réflexions sur le dernier usage. Donc, nous allons passer à cet usage qui est celui de la collaboration, la confrontation des points de vue, avec les 2 outils qui seront présentés par Hervé puis Erwan. Si vous voulez bien, je crois que je n'ai rien oublié cette fois. Merci. Alors, Hervé, comment est-ce qu'on fait collaborer les étudiants avec Padlet? J'aurais tendance à dire bien. Désolé pour le côté âge, vous aurez compris que c'était sarcastique et juste qu'il faut un petit peu se questionner. La dernière fois que j'ai demandé aux étudiants comment est-ce qu'ils avaient appris certaines choses, où est-ce qu'ils allaient chercher de l'information, c'est plus tellement sur Wikipédia, mais c'est beaucoup sur YouTube. Donc, il faut qu'on trouve des moyens aussi pour être en connexion avec eux. Et ça, c'est intéressant également. Je vous ai mis des exemples dans le Padlet de collaboration que je trouvais intéressantes. Je vais juste les partager avec vous maintenant. Hop. Donc, ça, c'est le Padlet qu'on a ici et maintenant. Celui-ci, à part le fond excessivement coloré qui est très sympathique, c'était un travail qu'on avait fait avec Emmanuel Sylvestre et Jeff Van de Poel du Centre de soutien à l'enseignement à Lausanne. Et puis, suite au travail qu'on a fourni, suite au webinaire, il y a une suite d'informations qui poursuivent en fait le webinaire, qui poursuivent justement ce truc. On retrouve le webinaire et de l'information. Et puis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous pouvez rajouter quelques commentaires. Je ne sais plus où, j'en avais rajouté quelques-uns. Là, il y a des commentaires, on ne sait pas qui c'est. Et puis après, il y a des commentaires qui peuvent être aussi déposés avec le nom de la personne. Ça, c'est un élément que je trouve assez intéressant. C'est vous qui gérez le type de commentaires que vous voulez avoir, si vous voulez moduler ou bien pas. Il faut faire gaffe, quand c'est ouvert, il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'était un élément qui était assez intéressant. Quelque chose qui ressemble furieusement à ce qu'on a pu voir dans le côté plutôt de la documentation, je vous partage. C'est un début de collaboration, c'est assez intéressant. Ça a été fait par une de mes collègues, Nathalie Sarrazin, et puis Corinne Ramillon.
quels sont les outils pour enseigner à distance. On était dans la panade, hein. Là, on est en mars 2020. Voilà, enfin, rapidement, on a mis des choses, enfin, elles ont mis des choses à disposition et puis c'est utilisé, ça permet de collaborer, ça permet de faire des choses. Et puis un autre que j'ai trouvé très intéressant aussi, ça y est, je ne le retrouve pas. Non, c'est celui-ci. Évaluer en temps de pandémie, c'est un peu toujours au goût du jour, on va dire ça comme ça. C'est Mathieu Haussmann qui a fait ça, entre autres, enfin, c'est lui qui l'a créé avec Pascal Detro, entre autres, dans le cadre de l'ADME. Et puis, ça fait lien avec un numéro spécial de EGIREF sur l'évaluation en temps de pandémie. Et puis, vous avez quelques questions. C'était organisé un peu comme on l'a vu aujourd'hui. Il y a des questions, puis des gens qui collaborent, qui amènent des choses, qui amènent des questions, qui amènent des réflexions, qui amènent des articles et ainsi de suite. Ça, c'est intéressant. Aussi, la chose qui est intéressante sur Padlet, c'est qu'on peut mettre des liens. On n'est pas obligé de déposer des articles. Vous savez, aujourd'hui, la loi française est un peu plus restrictive que la loi suisse. On ne peut pas déposer tout et n'importe quoi sur le web sans avoir des risques majeurs sur la protection des données. Et puis, ça appartient à des gens. En Suisse, c'est un peu différent, mais il faut quand même faire très attention. Donc, sur ce, moi, je mets des liens, quoi. Le côté mettre des liens, allez lire ce truc, j'ai vu ça dans tel article, j'ai vu ça dans tel journal et ainsi de suite. Ça permet de véhiculer les choses, de poser des questions. Et ça, c'est un Padlet qui avait bien fonctionné il y a quelques mois. Il s'est stabilisé depuis. Et puis, j'y reviens de temps en temps si j'ai des questions. Il y a eu des réflexions qui étaient intéressantes. Ça a une vie, ça a une durée de vie tant qu'on l'anime, qu'on le co-anime. Mais je trouve ça assez intéressant. Ça fait une espèce de micro-communauté de pratique, si l'on veut. Je pense que dans un enseignement, ça pourrait vivre un peu plus long, un peu mieux si on suscite le débat et ainsi de suite, puis qu'on puisse poser ces choses. Ça, c'était des beaux exemples. Je pense qu'il y a encore d'informations qui peuvent être utiles au-delà de la thématique qui nous tient à cœur aujourd'hui, mais ça donne des informations, puis vous voyez que ces informations sont là, elles sont partageables, on peut collaborer, puis on peut aussi discuter véritablement sur ces éléments à l'aide de cet outil. Ok, voilà en les effet. quelques éléments. Merci Hervé. La question est posée maintenant à Erwan avec Perusall. Comment est-ce qu'on collabore? J'active mon micro. Sur Perusall, donc je repartage aussi mon écran. Bon, j'ai montré déjà tout à l'heure la collaboration, c'est vraiment la discussion entre les étudiants et les enseignants du cours. En particulier, là, je montre un autre exemple ici qui était un cours sur un séminaire plutôt sur un aspect environnemental où les étudiants s'investissent beaucoup. Et là, il y avait des fils de discussion assez importants sur différents points du cours. Là, le document lui-même ne contient que très peu de texte finalement à commenter. Ce n'est pas un polycope de cours, mais par contre, les quelques points qui sont mentionnés ou les infos qui sont données suscitent pas mal de discussions autour de points de débat, disons, et d'analyse. Donc, la collaboration, c'est dans l'échange. Encore une fois, là, on crée pas de ressources autres que ce qui a été déposé sur Perusall. Alors, on peut envisager, comme disait Hervé, il me semble tout à l'heure, de déposer des documents d'étudiants pour les faire réfléchir sur leurs propres documents. Il n'empêche qu'on ne peut pas créer directement de ressources à l'intérieur de Perusall. Donc, la collaboration se fait par discussion, commentaire. On peut aussi déposer des liens vers les commentaires, on peut inclure directement des liens vers d'autres sites, directement des vidéos aussi, de la plupart des plateformes, pour que ce soit des vidéos de YouTube, bien sûr, de Vimeo, des plateformes comme ça. Elles vont apparaître automatiquement dans la colonne de commentaires. D'accord.
Euh, alors, je vais faire un petit détour pour ma question sur la présentation et l'argumentation du questionnement, de la mise en interaction des étudiants. Souvent, on met en avant le fait que quand les étudiants prennent le temps, quand on laisse le temps aux étudiants de parler entre eux, de la question qu'on vient de leur poser, en fonction du résultat que la première réponse a donné, on obtient des résultats meilleurs à la deuxième fois qu'on pose la question, après qu'ils aient pu parler entre eux. C'est l'instruction par les pairs qui joue. Est-ce que là, avec ça, toi, tu vois une différence de compréhension, une amélioration de leurs apprentissages après qu'ils aient eu l'occasion d'échanger par exemple, ce document? Alors, sur les documents, disons, de cours, en tout cas, dans ce que les élèves retranscrivent après dans leurs commentaires, si ils posent une question sur un point du texte, que c'est un autre étudiant qui répond ou le prof qui répond, souvent il va y avoir un retour de l'étudiant qui dit « Ah, merci, ça y est, je comprends mieux » ou ils se répondent, ils remercient, disons, les contributeurs, ils remercient les contributions de leurs collègues et des profs au fur et à mesure dans les fils de discussion. Bien évidemment, c'est une première évaluation, hein, ça ne permet pas de jauger de la compréhension globale, mais en tout cas, eux-mêmes reconnaissent quand leur compréhension progresse sur l'étude d'un document. Ok, merci. Et je vois qu'il y a une question de David qui effectivement demande si il serait pertinent de déposer sur Perusall un cours qui serait vu un peu vite, mais d'ailleurs même un cours vu normalement, ce qui permettrait aux étudiants d'échanger. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ce que j'ai fait, moi. Moi, j'ai une question pour toi, Erwan. En fait, tu disais que l'avantage de Perusall, c'est que les étudiants peuvent travailler sur le document en asynchrone. Donc, pour l'enseignant, il doit à chaque fois aller sur ce document-là, sur Perusall, pour vérifier les échanges entre les étudiants, ou est-ce qu'il reçoit des notifications On peut choisir. On peut choisir d'avoir des notifications par mail ou pas. Donc, effectivement, moi, j'avais désactivé parce que pendant le confinement, la notification par mail, c'était quand même très lourd avec des mails dans tous les sens. Mais c'est une possibilité. Moi, je préférais aller voir de temps en temps qu'est-ce qui se passait, mais voilà. D'accord, merci. Ok. Alors, je pense qu'on pourrait passer peut-être un petit moment sur qu'est-ce que ça déclenche, quelles idées ça nous donne. Je vais dans la même veine que ce que disait David. Qu'est-ce qu'on peut imaginer faire avec Perusall, je ne sais pas comment on le prononce comme il faut, ou avec Padlet ou Geniali. Qu'est-ce que vous imaginez pouvoir faire maintenant avec ces outils-là? Il y a eu déjà quelques contributions sur le chat qu'on peut peut-être appeler pour donner des idées. Pour Oui. Perusall, il y a quelqu'un qui a dit pour commenter des études de cas sur un mode d'explication de texte, quel concept mobiliser, quelle stratégie. Et un autre exemple qui était de demander une synthèse d'un point du cours annoté par les autres étudiants pour la compléter. Voilà, c'était deux exemples qui étaient donnés tout à l'heure sur Perusall, mais je pense qu'il y en a encore plein d'autres. L'idée, c'est que vous puissiez nous faire part ou pas des idées que vous avez suite à ces échanges en se disant est-ce que cet outil répond à des besoins que je peux avoir dans mon cours et à mes intentions pédagogiques. Et ça permet comme ça que chacun puisse en profiter et puis avoir d'autres idées sur cette base-là. Ah, il y a quelqu'un, c'est Erwan qui dit sur Perusall, on peut donner un document à trous à compléter. Oui, c'est une autre possibilité aussi pour renforcer une interaction ou une évaluation non-sommative, hein, comme on disait tout à l'heure. On peut très bien demander de compléter voilà, un document de manière collaborative. Oui,
je pense effectivement, moi par exemple, je travaille beaucoup avec des groupes notamment de gestion de projet, et je pourrais les faire travailler sur l'évaluation croisée de différentes productions de chacun des groupes, les uns par rapport aux autres. Alors, d'ailleurs, sur l'aspect groupe, il y a aussi une fonction groupe sur Perusal, c'est-à-dire que il peut y avoir beaucoup d'étudiants connectés à un cours. Moi, j'ai des cours en cycle ingénieur, ils sont pas beaucoup, ils peuvent aller jusqu'à 60-80 élèves, mais il y a des cours en premier cycle à l'INSA où il y a potentiellement plus de 150, voire 800 élèves. Donc là, il ne s'agit pas de mettre les commentaires de tout le monde sur un même document, donc il y a des fonctions de tri et de sélection par groupe. Soit tri automatique avec un nombre limité d'étudiants, soit vous rentrez une liste de noms pour créer des groupes. Et là, à ce moment-là, les élèves, au sein d'un même document, les commentaires sont regroupés par groupe et les élèves ne voient que ceux de leur propre groupe. Sachant que le prof voit évidemment les commentaires de tous les groupes. Oui, ok. Il y a une question concernant Padlet et Perusol. Sont-ils open source? Sinon, existe-t-il des équivalents? Pour Perusal, alors c'est pas open source, hein, c'est privé, c'est développé par l'Université d'Harvard en particulier, enfin en collaboration avec l'Université d'Harvard. C'est privé, mais c'est gratuit, mais c'est pas open source. Ils ont des brevets en particulier sur l'analyse des commentaires. Ouais, les stats et les Voilà. commentaires. Et je connais pas, à ma connaissance, j'ai pas d'équivalent libre, mais bon. Padlet, il y a une version gratuite, c'est celle que j'ai utilisée, mais rapidement, on tombe dans une version payante. Et c'est apparemment pas du tout de l'open source. Oui, au-delà de 3 Padlet, on est limité en version gratuite. Je crois qu'on peut en faire plus. Je ne sais pas si Ah c'est ouais? comme un peu Evernote, ça dépend des mois ou bien une périodicité, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on peut en faire plus. C'est quand il y en a qui partagent avec toi leur Padlet, tu peux en avoir plus. Je crois que c'est ça. La création, tu peux en faire que 3. Ouais. Je trouve aussi un autre avantage pour Perusol, c'est que les traces des échanges sont sauvegardées sur le document, aussi bien pour les étudiants s'ils veulent réviser que pour les enseignants, pour l'enseignant pour la suite de son cours. Donc, il peut revenir sur un point du cours qui a empêché un petit peu l'approfondissement dans un prochain cours ou le rappeler, donc revenir sur ces commentaires du document. Et corriger aussi. Ou corriger, voilà. D'accord. Bon, je vois qu'il est bientôt 4h15 et nous avions prévu un petit moment de conclusion. Juste, je voudrais partager Oui, très bien. quelques partages qui sont faits dans le chat. En ce moment, j'ai des classes de lycée à moitié chez eux, à moitié en classe. J'envisage d'utiliser Perusol pour qu'ils commentent le cours entre eux et s'entraident. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et puis, pour des événements, des séminaires, présenter le savoir créé, la capitalisation dans un Padlet, plutôt qu'un rapport écrit plus rébarbatif et moins facile à exploiter à sa convenance. Voilà, c'est des exemples d'usage qui sont intéressants. En effet, merci. Donc, en fait, Lauriane, je pense qu'on vient de voir ça, voilà. Alors, oui, je me souviens de ça. Quelles idées essentielles retenir? Je ne me souviens plus de quels moyens on allait proposer pour faire ça. À l'oral. À Tout l'oral? simplement. Ouais. Marvelous. Eh ben donc, voilà, vous pouvez rouvrir le micro pour prendre la parole. Vous pouvez intervenir pour nous dire ce que vous retenez comme idée, principalement. Bien, Moi, je garde l'intérêt, personnellement, je garde l'intérêt pour Geniali notamment, l'intérêt du choix en pensant à la dynamique motivationnelle de Roland Viau qui nous dit « laissez-les choisir en partie des choses que vous leur faites faire ».
Pour ma part, par rapport à présenter le Geniali, l'idée, mais qu'on pourrait extrapoler à d'autres outils, c'est sur des formes d'évaluation collective plus collaborative. Je n'avais jamais pensé à utiliser une carte mentale dans la définition. Je l'utilisais beaucoup plus en intro, en fin de compte, d'un séminaire ou autre. Et là, ça me paraît intéressant de pouvoir le faire en conclusion, tout de suite à chaud, sur ce qu'ils ont retenu d'un cours. Et merci beaucoup pour vos expériences. Merci. Alors, d'autres idées, d'autres choses que vous allez retenir principalement de cette heure et ces 3/4 d'heure passées? Il m'a donné envie de en fait, faire un peu plus de classe inversée, entre guillemets, enfin de mettre les contenus que je présente sinon en classe, de les créer là-dedans, de dire aux étudiants d'aller faire un tour et d'avoir plutôt un échange sur ce qu'ils ont compris, pas compris, ce que ça leur évoque voilà, pendant le temps en classe. Et aussi, je crois que je vais utiliser Perusall aujourd'hui quasiment, parce que j'ai un corrigé d'exercice que je devais envoyer aux étudiants. Je leur avais dit, si vous avez des questions, vous m'écrivez. En fait, je me dis que je vais peut-être leur proposer de faire ça en leur disant, si vous avez des questions, vous les notez dedans. Et comme ça, ils pourront réagir. Enfin, c'est un travail qu'ils ont fait chacun de leur côté, qu'on ne peut pas trop corriger tous ensemble, parce qu'il y a des calculs et tout ça, et c'est compliqué à corriger de façon collective via la plateforme, et même en classe, ce n'est pas un format qui fonctionne. Et je me dis que Perusall est vraiment très adapté à ça. Et je garde Padlet aussi, c'est moi qui avais mis sur le fait de présenter de la capitalisation. Moi, je travaille dans une ONG, on fait des événements, des ateliers où on partage plein d'idées, etc. Et souvent, je trouve qu'on a du mal à retranscrire d'une façon sympa toutes les idées qui sont produites, etc. Et j'ai trouvé que Padlet était très chouette pour ça. Donc voilà, les 3 outils me donnent des idées, et pas seulement pour le monde de l'éducation, ce qui est aussi intéressant. Merci Stéphanie. Je vois qu'Erwan, il a fait un commentaire sur le chat concernant la RGPD. Je ne sais pas, peut-être qu'il peut en dire Oui, deux. puisque donc forcément sur Perusall, il faut s'inscrire. Avant la démo, d'ailleurs, j'ai mis un lien pour la démo dans le Padlet. Avant, la démo était complètement anonyme, et même maintenant, même pour la démo, il demande de s'inscrire. Enfin, il demande une adresse mail en tout cas. Bon, bref, et donc pour interfacer ça avec Moodle, voilà, il y a eu toute une discussion avec les tutelles de l'INSA par rapport aux histoires de réglementation, puisque si on interface ça avec Moodle, automatiquement, il faut accepter la transmission de l'adresse mail de l'étudiant. Fatma pourra compléter, mais ça a été validé au niveau de l'INSA, sachant que c'est des choses qui évoluent assez vite, parce que le Privacy Shield aux États-Unis, c'est des réglementations très changeantes. Donc actuellement, c'est autorisé officiellement à l'INSA. Je ne sais pas, voilà. Je sais pas comment ça évolue. Pour nous, c'est autorisé en fait. Je sais que dans d'autres établissements, non, mais pour nous, c'est autorisé à l'INSA. Il faut vérifier de chaque établissement en fait. Ouais. Il faut mettre un avertissement. Quand on met un lien vers une ressource Perusall, on met aussi un avertissement pour l'étudiant pour dire que vous allez quitter Moodle et que votre login, votre mail et votre nom, prénom, du coup, vont être communiqués sur le site Moodle. Et comme on peut avoir un retour de notes depuis Perusall, depuis Moodle, depuis Perusall vers Moodle, il est important que ce soit les mêmes identifiants, en fait. Oui. Voilà. Et pour rapport à Perusall, je l'ai testé l'année dernière une seule fois, et je pense qu'il faut privilégier Firefox comme navigateur pour éviter d'éventuels bugs d'écriture, je crois, par rapport aux commentaires. Ça marche, mais Firefox, je pense qu'il est plus pertinent pour Perusall. Ouais, j'ai testé que Firefox, en fait, j'ai pas vu de problème. J'avais testé les deux et ça marche mieux avec Firefox. D'accord, ok. Bon, alors, je fais juste un commentaire à la suite de celui d'Hervé.
Je comprends ça. Je dirais que comme il n'est pas possible de changer les gens, vous pouvez peut-être vous appuyer sur les personnes qui sont là pour ça, c'est-à-dire les services d'appui à la pédagogie de votre institution, qui peuvent vous accompagner, à défaut de trouver des collègues qui sont aussi partants que vous. Vous aurez là des collègues qui peuvent étayer vos propositions, les appuyer et vous aider à développer ça. Puis il y a une dernière possibilité qui est ce qu'on appelle le SOTL en bon français, pour Scholarship of Teaching and Learning. Vous pouvez aussi faire de la recherche sur la pédagogie, sur les bienfaits de ce que vous avez mis en place. Et il y a de plus en plus maintenant de tribunes où on vous écoute sur ces questions. Mais bon courage en tout cas. Je pense que j'ai bien compris sa remarque, il a raison en fait, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants où chacun dans son coin essaye d'avancer par rapport à ces aspects pédagogiques, mais peut-être les équipes pédagogiques ou les services pédagogiques peuvent faire un rapprochement entre ces enseignants qui ne se connaissent pas forcément et dire que voilà, qu'ils peuvent travailler ensemble, collaborer ensemble. Ça serait plus simple s'ils appartiennent au même département, bien sûr. Oui, créer des occasions de collaborer entre enseignants qui ont des mêmes envies et mêmes intentions. C'est ça, oui. Alors, peut-être que nous pourrions demander juste un mot final, un mot de conclusion à Erwan et à Hervé en les remerciant de leur active participation à ce web rendez-vous. Moi, en mot de conclusion, déjà merci de m'avoir invité. Je rebondirai sur la dernière question d'Hervé, enfin le commentaire. Effectivement, je pense qu'il faut montrer ces outils, ceux-là ou d'autres, peu importe, mais en tout cas, partager le plus possible avec les collègues. C'est comme ça qu'on suscite des vocations. Moi, je suis assez novice du point de vue pédagogie, mais ça fait pas mal de temps que j'utilise différents outils. J'ai beaucoup participé à Moodle dès le début à l'INSA. Du coup, je suis correspondant Moodle à l'INSA, je forme mes collègues au département. Je suis aussi maintenant dans la cellule Athéna, je participe à d'autres formations de temps en temps, à la fois en tant qu'auditeur et puis voilà, en tant qu'expérimentateur, disons. Et les vocations naissent en voyant des démos. Alors, c'est vrai que les gens qui viennent s'inscrire au webinaire, souvent, ils sont déjà motivés, mais pas forcément. Il y en a qui viennent pour découvrir. Et je pense qu'en propageant la bonne parole, ça suscite des envies. Il ne faut pas désespérer. Merci, Erwan. Hervé, un mot peut-être pour conclure? Oui, volontiers. Tout d'abord, merci effectivement de m'avoir invité. Je dirais que il faut tester, il faut braconner. Enfin, on a vu 2-3 usages aujourd'hui, donc il faut braconner ces usages. Je pense que le braconnage en pédagogie, notamment en enseignement supérieur, ça doit être une activité, une des premières activités ou top level que vous devriez avoir. Partager, ça c'est important. Ne jamais oublier, ça c'est plutôt pour les conseillers pédagogiques, mais pas que, aussi c'est pour les équipes. Nul n'est prophète dans son pays. Voilà quoi. Je veux dire, on ne me demandera jamais rien dans mon institution, mais j'irai ailleurs en parler. Et puis, c'est heureux, c'est comme ça que ça marche, tant mieux. Et peut-être repenser à la fameuse technique ou le concept du trou dans le mur de Shugata Mitra. C'est vraiment un truc génial. Je pense que ça s'applique pleinement ici. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai un petit lien peut-être sur Shugata Mitra. Grosso modo, c'est un Indien qui filait des ordinateurs dans des bidonvilles en faisant des trous dans le mur et puis en accolant à son bureau l'ordinateur vers l'extérieur. Et puis, il s'est assez rapidement rendu compte que les jeunes venaient tapoter sur ce truc et puis que les plus vieux regardaient de loin du coin de l'œil, grosso modo.
Donc, les vieux grigous, ceux qu'on connaît dans nos institutions à gauche et à droite, qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, finalement, ils regardent ça un petit peu de loin. Puis, en règle générale, quand la nuit est tombée, c'est eux qui viennent tapoter sur l'outil, quoi. Donc, je suis confiant, je dirais, par rapport à ça. Et puis, il ne faut pas hésiter. J'en parlais encore à midi dans une séance avec des collègues. Il y a ce que le top-down nous dit de faire, on le fait. Et puis nous, on fait du bottom-up, quoi. Je veux dire, on teste, on braconne, on va dans tous les sens, on fait des choses. Puis finalement, il y a peut-être des graines qui vont germer. Et puis c'est un peu ça ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Tester, quoi. Vous voyez que les autres font, puis aller demander aux autres ce qu'ils savent, quoi. Et c'est pas un souci, quoi. C'est plutôt positif, quoi. Donc il y a à la fois la littérature qui vous dit que c'est juste de le faire comme ça. Il ne faut pas s'exciter. Ça va venir gentiment. J'espère que ça sera mieux avant la prochaine pandémie, quoi. Mais à part ça, pas bien. Merci Hervé. Merci. Alors, Merci mesdames, je pense que nous pouvons terminer. Oui, merci Franck. Pour conclure, on voulait vous m'entendez là? Oui. Oui. On voulait vous proposer de poursuivre la réflexion que l'on a eue là tous ensemble avec il n'y a pas de ça défile pas le diaporama? C'est mon écran qui est figé. Avec de l'accompagnement pédagogique, comme Franck l'a proposé, Fatma en a aussi parlé. Donc, dans vos établissements, il y a des services d'appui pédagogique. Donc, ayez recours à nous. N'hésitez pas à nous solliciter et à nous demander de vous aider si vous en avez le souhait sur ce qui s'est passé là et puis comment vous voulez mettre en œuvre et aller un peu plus loin que ce qu'on vient de faire aujourd'hui, d'évoquer des possibilités d'usage, mais aller dans le concret et dans la mise en œuvre. Voilà. Ça, c'est des services qui vous sont proposés et il faut les utiliser au maximum. Après, il y a d'autres webinaires ou d'autres web rendez-vous de programmer pendant la saison 2020-2021 et à la rentrée de 2021, il y en aura d'autres. Le prochain, c'est celui avec Denis Berthiaume qui viendra nous parler de scénario pédagogique en multimodalité. Comment est-ce qu'on réfléchit à des activités et comment on alterne ces activités et toutes les dimensions que l'on peut prendre en compte dans la multimodalité, pas seulement la distance et la présence. Ensuite, il y aura des web rendez-vous autour des sciences humaines et sociales. Qu'est-ce que ça veut dire d'enseigner à distance dans ces domaines-là, où c'est quand même un petit peu différent d'autres disciplines. Et puis, des choses autour des TP hybrides, parce que c'est une question qui revient très souvent, c'est comment est-ce qu'on fait des manips et des travaux pratiques à distance, ou au moins de façon hybride. Et puis, tout ce qui est autour de l'évaluation aussi des apprentissages à distance. La distance re-questionne la façon d'évaluer les apprentissages des étudiants. Voilà. Dernière chose, vous remercier tous, participants et puis invités qui sont venus parler de leur expérience des outils que l'on avait choisis avec mes collègues. Et puis, vous demander si vous allez prendre quelques minutes pour répondre à un questionnaire sur Web Rendez-vous, de façon à ce qu'on puisse avoir votre retour et améliorer cette offre d'échange en ligne et répondre le mieux à vos besoins. Donc ça, Fatma… Je l'ai mis sur le chat. Voilà, elle a mis sur le chat le lien. Donc, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Il y a 2-3 questions. Vous n'en avez même pas pour 2 minutes à répondre. Et nous, ça nous aide à vraiment améliorer en prenant compte de vos remarques pour la suite. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci. Merci à tous. Et merci spécial Hervé, Erwan. Et Audric. Et Audric, qu'on remercie aussi. À distance. Allez, il est parti. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Merci, au revoir. Salut. Au revoir. Merci pour vos échanges. Au revoir.